Bonjour à tous. Des incertitudes planent sur les législatives et les municipales prévues en février 2020. Selon la nouvelle expression, la météo politique présage un vent de boycott de cette compétition électorale et les signes précurseurs sont venus du mouvement pour la renaissance du Cameroun alors que le MRC avait engagé la constitution des dossiers de candidature. Son président a fait un rétro-pédalage, constate le Messager. Maurice Kamto a demandé aux Camerounais et à ses militants de boycotter les prochaines consultations électorales. La non-participation du MRC à ces élections a fait l'effet d'un coup de tonnerre, précise la nouvelle expression. Sur les raisons de ce boycott, le quotidien Le Jour affirme que le MRC évoque la nécessité de résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et d'améliorer le code électoral. Cependant, le journal Repère voit à travers ce boycott du MRC la fin d'une imposture d'un parti politique qui n'a pas les ressources financières et le personnel politique adéquat pour aller aux élections législatives et municipales. Le journal Défi Actuel croit savoir que le MRC, victime de son impréparation, a été pris de court par la convocation du corps électoral. Une analyse que nos particophonie ont rencontré le chef de l'État du Cameroun et le journal Cameroun Tribune note qu'ils ont assuré leur soutien dans la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national. Le jeune enquêteur croit savoir également qu'ils ont débattu du report des élections au Cameroun et l'urgence de résoudre en priorité la crise anglophone. Conscient des risques de nouvelles sanctions américaines, le gouvernement camerounais a dépêché une mission de haut niveau à Washington pour apaiser la colère des Américains, fait savoir le journal Émergence. Selon le Messager, les émissaires du chef de l'État sont allés supplier Tibor Nagui et négocier pour le maintien du Cameroun dans la liste des bénéficiaires de l'AGOA. Entre médiation et intervention internationale, cette mobilisation de la communauté internationale peut-elle accélérer la mise en œuvre des solutions concrètes pour retrouver et restaurer la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Samuel Motte. Bonjour. Bonjour Cédric, merci pour l'accueil qui m'a été réservé et merci également pour l'invitation qui a été adressée à la cellule de communication du RDPC. Vous êtes expert comptable et communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Et juste en face de vous, Angélbert Lebondachua. Angélbert, bonjour. Bonjour Monsieur Noufele, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Avec votre permission, je voudrais dédier cette émission au premier vice-président Amadou Mota, à Sylvanus Motaga, le vice-porte-parole du président Kamto et de sa coalition, ainsi qu'à Serge Branco-Nana et la dizaine d'autres amis prisonniers politiques qui sont encore toujours en ce moment dans les géoles infestes de ce régime qui se confirme de plus en plus comme étant une véritable dictature. Vous représentez le MRC et ses alliés sur ce plateau de droit de réponse. Également présent ce dimanche, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse, Edmond Kamdia. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufele, je salue les copanélistes et mes salutations fraternelles et amicales à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent et nous suivent avec attention en ce moment. Deux autres invités sur le plateau de droit de réponse. D'abord, David Eboutou. David, bonjour. Bonjour Cédric Noufele. Toute ma sympathie renouvelée aux millions de téléspectateurs de cette belle émission et de ce groupe de médias qui est le plus en vue en ce moment en Afrique centrale. Et merci de me convier. Je viens de Yaoundé. Là, je viens d'arriver. Et c'est toujours un honneur que de prendre part à cette agora de réflexion pour faire contribuer à notre manière au rayonnement des idées, faire jaillir la lumière afin que nos peuples sortent des ténèbres. Vous intervenez ici en tant qu'analyste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et juste à côté de vous, Maître Moustapha Ngouana. Maître Moustapha Ngouana, bonjour. Bonjour, monsieur Noufele. Bonjour, Cédric. Je suis heureux une fois de plus de me retrouver sur votre plateau. Et je salue également vos millions de téléspectateurs. C'est devenu une formule consacrée puisque votre chaîne de télévision est en train de ravir la vedette sur tout le plan national. Sur le plan national, donc je suis heureux d'être là.
Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, conseil juridique du SDF. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je vais commencer avec Edmond Kambia, la nouvelle qui a fait la une des journaux cette semaine. C'est la non-participation annoncée du MRC pour les élections législatives et municipales. La presse a été très surprise à l'annonce de cette nouvelle. Edmond Kambia. Tout à fait, la presse a été très surprise à l'annonce de cette nouvelle parce que le MRC avait annoncé au départ qu'il irait aux élections et s'était préparé en conséquence. On a vu, puisque nous avons couvert l'événement à travers la Nouvelle Expression, à travers Equinox Radio et Télévision, on a vu les tracasseries administratives auxquelles les militants du MRC ont été confrontés, mais aussi d'autres partis de l'opposition. Et tout cela nous fondait à croire qu'effectivement le MRC irait aux élections. Et à la dernière minute, il y a eu ce coup de tonnerre. C'est ainsi qu'on a titré l'information qu'on a diffusée au sortir de la conférence de presse du professeur Maurice Kamto, président national, n'est-ce pas, du MRC. Et ce coup de tonnerre nous a amené à réfléchir, à questionner un certain nombre d'événements marquants dans le parti, le MRC, mais également dans l'actualité politique du passé, mais d'un passé récent. Et nous nous sommes dit, pourquoi à ce moment précis, le MRC peut décider, à travers son président national, de ne pas aller aux élections. Et nous avons parcouru un peu le passé, l'histoire politique de ce pays, depuis le retour au multipartisme. Nous nous sommes souvenus, en passant, des fameuses élections législatives de 1992, de mars 92, auxquelles le SDF n'avait pas pris part, et les conséquences qui s'en étaient suivies, notamment le fait que plusieurs partis politiques, notamment l'UNDP, étaient allés aux législatives, avaient obtenu 68 sièges, 68 députés, l'UPC avait eu 18 sièges, le MDR 6 sièges. Mais en réalité, ces trois partis, à eux seuls, obtenaient la majorité au Parlement, dont l'opposition avait eu la majorité en 92 aux législatives. Mais ce qui s'est passé, c'est que le MDR, avec ses 6 députés, s'est rallié au RDPC, qui n'avait pas la majorité. Elle n'avait que le RDPC n'avait que 88 sièges, mais lorsque le MDR a rajouté ces 6 sièges, ça a fait en sorte que la coalition MDR, RDPC et d'autres formations politiques l'emportent sur la possibilité historique pour le Cameroun d'avoir un gouvernement de coalition. Maintenant, est-ce qu'il faut faire un lien? Pourquoi est-ce que je rappelle cet événement historique auquel le SDF n'a pas pris part? C'est parce que pendant longtemps, les experts, les observateurs politiques ont questionné cet événement et pratiquement condamné le SDF n'avoir pas pris part aux élections législatives de 92, d'avoir fait la politique de la chaise vide. Et on se souvient que, à travers plusieurs résolutions, en tout cas plusieurs rencontres du bureau politique, et Maître Moussa Fangouana, je crois qu'il est bien placé pour le savoir, le SDF avait décidé qu'ils ne boycotteront plus les élections. Aujourd'hui, quand on voit la décision qui a été prise par le MRC, et quelques jours après, alors que les premières analyses des observateurs, des analystes politiques parlaient d'un suicide politique pour le MRC, de n'avoir pas, à travers la décision de Maurice Kamto, la possibilité, parce que non seulement qu'à travers le fait qu'il n'irait pas aux législatifs et aux municipales, ça fera en sorte qu'il n'ait aucun élu pour permettre à Maurice Kamto ou à tout autre cadre du RDPC ou à tout autre cadre du MRC de candidater, de briguer l'élection présidentielle. Et il a dit, Maurice Kamto, dans sa sortie, dans sa déclaration, il connaissait les conséquences de la décision que le MRC prenait par rapport à cette action. Mais le fait aujourd'hui que les autres formations politiques, notamment le SDF, rejoignent pratiquement le MRC dans sa position en disant qu'il n'irait pas également aux élections si d'ici février il n'y a pas des éléments consistants qui montraient qu'il y a un début de paix au pays, montrent que la décision du MRC était réfléchie. Justement, on parlera de ça avec Angélbert Lebon d'Achua. Il y a le journal Repère qui estime que c'est la fin d'une imposture de la part du MRC, qui n'a pas été capable de mobiliser les ressources financières et les ressources humaines nécessaires pour conquérir des sièges de conseillers municipaux ou de députés
M préparation du mouvement pour la renaissance du Cameroun, selon le journal Défi Actuel. Est-ce que ce sont là les réelles motivations qui ont justifié l'annonce de la non-participation du MRC à ces élections? Alors, M. Neufele, je pense que nous devons faire très très attention. Et je ne voudrais pas céder ici sous la sirène de la diversion et de la distraction. Je pense que le MRC est un parti qui a démontré de quoi il était capable au lendemain du 7 octobre 2018 en gagnant une élection qui lui a été volée. Donc, nous connaissons aujourd'hui nos capacités de mobilisation, nous connaissons aujourd'hui l'étendue de notre représentation sur le territoire national. Donc, vous permettrez que je ne fasse pas de commentaires sur les distractions et les diversions. Par contre, moi, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ce qui, ma foi, est grave. Nous avons pris une décision, une très haute décision, que nous assumons. Notre souci aujourd'hui, c'est que cette décision soit comprise par le plus grand nombre. Monsieur Neufele, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens nous ont prêté l'intention de pourquoi aller à ces élections en critiquant le code électoral ou encore en mettant en avant la crise anglophone, alors qu'en 2018, vous y étiez, il y avait la crise anglophone, il y avait le même code électoral. Là-dessus, en quelques secondes, il faudrait que les gens comprennent que ce qui nous a le plus motivé justement à aller à l'élection présidentielle, c'était la crise anglophone. Parce que nous étions convaincus, et l'histoire aujourd'hui nous donne raison, que nous étions pratiquement les seuls à avoir la solution ou les solutions à la crise anglophone. Nous y sommes allés parce que nous étions convaincus, malgré le fait que le code électoral soit mauvais, que l'élection présidentielle est une circonscription unique et qu'avec l'effet de masse, nous pouvions renverser ce régime. Nous l'avons démontré aux Camerounais, nous l'avons fait, notre victoire nous a été volée après un contentieux électoral honteux que tout le monde a vu. En Mondovision, on nous a présenté 32 PV non signés. Aujourd'hui, M. Neufele, il s'agit d'élections locales, avec des enjeux qui sont différents et complètement d'ailleurs de l'élection présidentielle. L'élection locale, dans le contexte aujourd'hui de la crise anglophone, elle est impossible. C'est-à-dire que nous avons une zone sinistrée en ce moment où on compte 1 million ou plus d'1 million de déplacés, où on compte aujourd'hui plus de 3 000 morts, où on compte plus de 60 000 réfugiés au Nigeria. On a aujourd'hui des villages qui sont quasiment vides. On a bien envie de se demander, mais qui seront donc des personnes qui prétendront à un poste de maire ou de député là-bas, si ce ne sont des arbres? Qui seront les votants, c'est-à-dire les électeurs, si ce ne sont également encore des arbres? Et si on fait ce forcing, parce que ce forcing, connaissant les méthodes de ce régime RDPC, on sait très bien qu'il y a des maires et des députés qui seront nommés, je dis bien nommés à partir de Yaoundé, pour simuler une quelconque élection qui aurait lieu. Et à ce moment-là, nous cautionnons de facto la partition du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a une partie francophone où les élections se sont déroulées de manière normale, entre guillemets, et de l'autre côté du même Cameroun, ce Cameroun-là que nous voulons uni, il n'y aurait pas d'élection et que de facto, les gens intérineront qu'il y a eu élection et à ce moment-là... Oh Dieu, incroyable. On continue. Donc, et à ce moment-là, les gens comprendraient très bien, c'est-à-dire nos frères de la partie anglophone, que les francophones ont définitivement décidé de se séparer d'eux et à ce moment-là, ils prendraient acte. Non, on continue à faire. Alors, après vous, Angélbert Lebon d'Achua, j'aimerais également avoir la réaction de Samuel Motte sur cette décision du mouvement pour la renaissance du Cameroun de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales. Vous avez suivi, Angélbert Lebon d'Achua, invoquer en premier lieu la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Si vous permettez que je complète, Cédric. Je vous en prie. Tout à l'heure, on a été un tout petit peu interrompu.
Donc au-delà, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, de cette crise anglophone qui nous fait face aujourd'hui et qui nous parle, nous devons aussi interroger tout notre système électoral. Vous savez, le MRC, Parti républicain, malgré le fait que nous ayons toujours eu un code électoral boiteux, s'est toujours, depuis 2013, prêté au jeu démocratique. Mais il y a des moments où, à force d'expérience, on apprend. Et comme parti proposant, nous avons dès le lendemain de l'élection, des élections locales en 2013, déposé auprès du Parlement une proposition de loi avec des amendements clairs de manière à faire avancer notre démocratie. Mais qu'est-ce qu'on nous a opposé? On nous a opposé un autisme sauvage. Il y a des gens dans ce pays qui pensent qu'ils ont la science infuse, ou alors qu'ils passeront le temps à fonctionner avec des lois taillées sur mesure pour eux, pour perpétuer éternellement leur règne. Après vous, Angelbert Lebondachua, Samuel Motsu, les raisons avancées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour justifier sa non-participation à ces élections et son appel au boycott de ce double scrutin, quelle est votre réaction? J'ai connu le Lebondachua plus pertinent et plus brillant dans ses interventions. J'ai connu également Edmond Kambouga plus brillant dans ses interventions. J'ai tendance à dire bienvenue dans cette zone-là où on considère que les gens défendent l'indéfendable, même si par ailleurs, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a même de causes perdues. On peut toujours défendre à condition d'avoir des arguments pertinents. Mais, que dire le débat sur le renoncement de MRC me renvoie à quelque chose d'antique, notamment qui porte sur la mortalité et l'immortalité de l'âme, un vieux débat philosophique qui consistait à dire à l'époque à quel moment nous pouvons être sanctionnés de nos activités terrestres. Est-ce que c'est avant la mort, pendant notre vie terrestre ou après l'au-delà? Et il y avait un certain nombre de personnes qui disaient effectivement qu'il fallait être le plus pieux du monde, ne pas verser vers l'enrichissement illicite, être correct avec son voisin pour être sûr qu'on va avoir le salut éternel. Mais par ailleurs, il y avait également d'autres tendances qui considèrent à dire effectivement que tout ce que nous faisons sur Terre a une sanction terrestre. Et quand vous parlez aujourd'hui de MRC, de son renoncement, j'ai comme l'impression qu'effectivement, nous sommes dans ces eaux-là. Parce que, quelles que soient les attitudes que vous pouvez avoir, quelle que soit votre espérance que vous pouvez avoir en la foi, notamment, puisque ce débat, il est passé de la philosophie à la chrétienté, à la religion, vous verrez toujours que fatalement, il y aura la justice des hommes à un moment donné qui va vous sanctionner. Et dans ce que nous observons aujourd'hui dans la sphère politique, il s'agit effectivement de cette sanction-là qui commence à tomber. Premièrement, quand on dit qu'il faut respecter son voisin, il faut arrêter d'accabler les autres. Et c'est pour cette raison-là que vous allez très bien voir, je ne vais pas accabler le MRC aujourd'hui, parce que dans la dynamique dans laquelle il est lancé depuis, on avait tiré un certain nombre de sonnettes d'alarme en disant que cette histoire-là, ça ne tiendra pas bien longtemps. Mais également, le MRC veut inscrire dans la mentalité, dans le subconscient des citoyens, que tout est simple dans la vie. Ah, le RDPC n'a pas pu faire ça pendant 37 ans, c'est simple, on le fera. Ah, le gouvernement n'a pas pu faire ça, c'est simple, on le fera. C'est simple chaque fois de dire que c'est simple, sauf qu'à l'évidence, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on est incapable de faire ce qui est plus simple et ce qui rendrait plus simple encore la vie, qui est celui de monter une liste électorale pour aller à une compétition électorale. Et effectivement, c'est très bien d'accabler les autres. Mais également là, tout ce qu'ils vous donnent comme étant un argument pour pouvoir se débiner par rapport à ce processus électoral-là pour lequel ils se sont bien rendus compte qu'il y avait guerre d'espoir, vous allez tout bien là également voir qu'on est en face de la sanction humaine. Quand on vous dit par exemple qu'il ne faut pas tolérer dans la société des comportements déviants, il s'appuie sur le nozo en disant qu'effectivement, comme il y a des problèmes dans le nord et le sud-ouest, on ne peut pas envisager d'organiser une élection. Non, l'élection doit être organisée parce que la vie de la République ne doit pas s'arrêter à un certain nombre d'incidents que nous créons par ailleurs de toutes pièces. Également, quand il dit les histoires de code électoral, on voit très bien que c'est un prétexte que l'on cherche.
Mais tout simplement parce que pendant très longtemps, on a tenu un certain nombre de propos qui nous suivent aujourd'hui. Quand on dit qu'on a gagné une élection présidentielle, parce qu'il encore, il revient là-dessus, et quand on se rend à l'évidence qu'on ne peut pas avoir 2 députés à l'Assemblée nationale, oui, ça peut justifier effectivement pour qu'ils se renoncer. Quand on dit effectivement, il ne faut pas être à cheval sur un certain nombre de principes, des principes qui nous semblent sensibles par rapport à la composition sociologique qui est la nôtre aujourd'hui, oui, effectivement, on peut se rendre compte que pour faire une liste dans une ville comme Douala, où on sait très bien qu'on va vous regarder sur un certain nombre d'aspects, notamment la composition sociologique, la prise en compte de caractéristiques sociologiques de la liste, effectivement, on peut prendre peur en disant à ce moment-là, on n'y va pas parce que de toute la façon, la liste va être retoquée. Le dilemme dans lequel le MRC est aujourd'hui tient effectivement d'un certain nombre d'attitudes et postures qu'ils ont prises pendant longtemps et qui les suivent. Et pour terminer là-dessus, premièrement, vous devez savoir que la vie publique a un coût humain, un coût financier, un coût matériel, même un coût spirituel. Et quand on n'est pas préparé à affronter la vie publique, il vaut mieux y renoncer parce que, autrement dit, on crée des incidents à l'intérieur de la société qui peuvent mettre, en mal la cohésion sociale. Et dans ce cadre-là, je souhaiterais tout simplement que l'OMS revienne à la raison et qu'il puisse avoir un comportement de républicain de telle manière à ne pas être là chaque fois encensé. Quand il y a quelques mois, il disait effectivement, nous allons aller à l'élection. Et d'ailleurs, j'ai pu comprendre qu'effectivement, le simple fait d'aller en prison fait de vous un président de la République ou un maire. Aujourd'hui, on se rend bien à l'évidence qu'on n'a même pas pu faire ce dossier-là. Et donc, il faut qu'on revienne à la raison de telle manière à ce qu'on puisse faire les choses dans la sérénité. Je voulais terminer là-dessus pour pouvoir vous dire, je n'ai pas une jubilation particulière à avoir quand je vois qu'il y a un parti de position sur lequel les Camerounais avaient fondé une certaine confiance, se disloquer de cette façon-là. Parce que l'on soit du MRC, que l'on soit simple citoyen, que l'on soit du MRC, du SDF, nous pensons que la vie publique, elle a besoin d'un certain nombre d'acteurs. Et parmi ces acteurs-là, il y a un parti qui est au pouvoir à un moment donné, il y a des oppositions, et nous avons besoin d'avoir une opposition structurée. Mais après, justement, si je peux dire un mot. Angèle, avant que vous ne réagissez, permettez à d'autres acteurs présents sur ce plateau aussi de s'exprimer. Il y a le SDF, lui aussi, qui menace de se retirer de cette compétition électorale, invoquant la même cause évoquée par le MRC, à savoir la situation sécuritaire, le climat sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quelle est la position précise du SDF sur cette question, Maître Moustapha Ngwana? Vous venez clairement de rappeler quelle est la position du SDF. Le SDF souhaite que les résolutions qui ont été prises au Grand Dialogue National relativement au statut spécial qui a été reconnu aux régions du nord-est et du sud-ouest soient effectivement implémentées. Et il faut également qu'il y ait, qu'on ait une visibilité sur les propositions de sortie de crise. Ça, c'est la position officielle du SDF. Vous l'avez rappelé, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui concerne le débat que vous avez soulevé ce jour, j'avoue que nous ne devons pas poser des actes ex nihilo. On doit pouvoir partir également de l'histoire même de notre République. Et ça a été rappelé fort opportunément par Edmond. Le SDF n'a pas participé à 2 élections. Les élections de 92 et en 97 également la présidentielle. Le SDF n'y était pas. Et je dois vous avouer que ces 2 non-participations ont consubstantiellement entamé le moral des troupes, entamé le moral des populations et a également écorné d'une certaine façon l'image du SDF. Je crois que nous en payons le prix fort jusqu'à ce jour. Et conscient de cette situation-là, le SDF a estimé qu'il fallait prendre des mesures conservatoires. Parce que il ne faut pas perdre de vue que nous avons en face de nous un ogre. Le gouvernement RDPC, si vous leur donnez la possibilité d'avoir les 180 sièges à l'Assemblée nationale, soyez-en sûrs, ils n'hésiteront pas un seul instant. Encore qu'ils utilisent très souvent la fraude pour pouvoir y parvenir. Ils n'hésiteront pas un seul instant, ils prendront les 180 sièges. Mais il faudrait que les partis politiques puissent comprendre la nécessité de pouvoir participer au processus institutionnel, de pouvoir participer au jeu politique. C'est pourquoi nous, au regard de l'importance de la situation, Edmond vous a dit que nous avons pris une résolution il y a fort longtemps qui nous interdisait de pouvoir utiliser la politique du boycott parce que le boycott ne nous a pas réussi jusqu'à présent.
Je ne suis pas doté de pouvoir divinatoire, je ne veux pas sonder les cœurs et les reins. Je ne connais pas quelles sont les véritables raisons, parce que je crois qu'il y a un comité très fermé qui était seul au courant de ce que le MSI ne participerait pas à l'élection. Mais je me pose quand même des questions à haute voix. Vous n'allez pas à une élection, pourquoi est-ce qu'on laisse une kyrielle de Camerounais constituer les dossiers et autres et attendre à la dernière seconde pour dire qu'on n'y va pas? Donc c'est une question également à laquelle c'est une question qu'on se pose, et c'est une position qui est ma foi pour l'heure, un peu ambiguë au regard de l'histoire de notre pays. Vous voyez que un des cadres du MSC enseignement mi-temps du SDF, j'ai nommé Célestin Jamen, sur ce plateau de télévision, vous a laissé clairement entendre qu'il ne comprenait pas cette position et qu'en dictature, on ne pouvait pas et que dans une dictature, on ne pouvait pas laisser le jeu politique entre les mains du dictateur. Donc, il fallait absolument être dans le processus institutionnel. Mais il faut également comprendre une chose, c'est que on ne va pas à l'Assemblée nationale également pour apprendre la gouvernance, parce qu'il faut également le dire. Donc, il faudrait que l'opposition ait des cadres suffisamment bien formés pour pouvoir demain exercer l'effectivité du pouvoir politique. Donc c'est pourquoi quand vous avez des maires, quand vous avez des députés, quand les députés avaient de l'expérience, ils ont un plus qu'ils peuvent apporter dans le jeu politique national. C'est donc un peu la position qui est la nôtre. Donc nous respectons la position du MSC, parce que je ne suis pas de ceux-là qui font l'opposition de l'opposition. Je respecte la position du MSC, même si je n'en comprends pas tous les contours, parce que je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais j'avoue que au regard de la politique nationale et de la volonté affirmée du RDPC d'effacer toutes les forces de l'opposition par tous les moyens, je me pose des questions à haute voix. Et j'espère que, monsieur, votre personne ne vous interrompt quand vous parlez. Et souffrez de pouvoir écouter les autres. Je ne vous ai pas interrompu, Maître Ngouana, allez-y. Donc, souffrez. Donc, ce que je disais, donc, je me pose dans les questions à haute voix. J'espère que Angelbert, le bon Dachua qui est là, nous apportera des réponses qui nous permettront ensemble de pouvoir comprendre. Parce que j'avoue que dans mon environnement également, il y a des militants du MRC, il y a des même dans mon cabinet, j'ai des gens qui sont très proches du MRC qui ne comprennent pas très bien la décision. Parce que bon, vous ne pouvez pas faire comme si le Cameroun n'a pas d'histoire. Le Cameroun ne commence pas avec le processus électoral. Le Cameroun ne commence pas avec les élections de 2020. Il y a quand même une histoire, on doit pouvoir s'agouter sur l'histoire en question. Mais c'est l'anglophone. Justement, même Moustapha Ngouana, il y a le SDF aussi, à travers son premier vice-président, qui a effectué une sortie en menaçant de retirer absolument les candidatures du SDF si la crise n'est pas résolue. Nous sommes en décembre 2019, l'élection est prévue le 9 février 2020, la campagne électorale s'ouvre le 25 janvier. Ça fait moins de 2 mois. Pensez-vous, dans ce laps de temps, la requête du SDF puisse trouver une réponse? Nous sommes dans une posture différente de celle du MRC. Si vous ne déposez pas les candidatures aujourd'hui, dans le délai qui est prévu, s'il y a une décrispation, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir rattraper le processus électoral. Donc nous sommes dans ce schéma-là. Nous connaissons qui est l'adversaire. Ça fait plus de 27 ans que nous battons en face du RDPC. Nous savons quelles sont leurs méthodes. Alors nous, de notre point de vue, il faut se donner la possibilité au cas où il y a des signes de décrispation. Parce qu'on n'a pas dit, parce que je crois que vous allez un peu vite en besoin en disant qu'on a demandé la résolution totale de la crise anglophone. Ce qui a été dit, c'est qu'il faut que les résolutions du grand dialogue national soient implémentées et qu'il y ait également des signes qui soient démontrés dans le sens de la décrispation de la crise. Aucun Camerounais ne croit qu'en 15 jours, la crise anglophone va être résolue. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une réelle volonté qui soit affichée par le gouvernement. Comment pouvez-vous imaginer qu'il y a une crise et que les principaux acteurs de la crise en question sont mis à l'écart lorsqu'il faut discuter des questions irrelatives? On a convoqué un grand dialogue national, mais les principales parties, c'est quoi Ayouk et les sécessionnistes ont été complètement exclus. Donc vous comprenez, il s'agissait de mesures purement cosmétiques qui doivent absolument être revues. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc on ne pouvait pas aujourd'hui prétendre que la crise anglophone va être résolue en 2 jours. Non, c'est pas ce que nous disons. Donc il ne faut pas prêter au vice-président national ce qu'il n'a pas dit. Alors Edmond Kamgia, avant David Eboutou et également Angelbert, sur cette ambiguïté qui est observée et qui surprend encore plus d'un Camerounais concernant les positions des partis de l'opposition sur le fait de participer ou non
à ces élections législatives et municipales. Le SDF qui précise sa position en disant il faut quand même déposer les dossiers de candidature et observer si le climat sociopolitique peut se décrisper avant l'ouverture de la campagne électorale. Le MRC, quant à lui, dit qu'il ne faut pas prendre part du tout à ces élections-là. Comment comprendre cette attitude de deux partis de l'opposition qui ont présenté des candidats à la dernière élection présidentielle? S'il vous plaît, Cédric, je ne voudrais pas vous couper, mais il faudrait également dire une chose qui est malheureusement regrettable, c'est que les partis d'opposition reproduisent au fil des années les mêmes erreurs. Si par exemple, la logique, par exemple, qui est celle du MSC, avait procédé, par exemple, d'une concertation avec les forces de l'opposition, on aurait pu peut-être avoir une démarche unique. Les numéros de solistes, aujourd'hui, ne nous aident pas. Et malheureusement, c'est ce qu'on retrouve en Afrique centrale. On va en parler, justement. Edmond Kamgia. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans la bataille des chapelles politiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je vais aller au-dessus des chapelles politiques pour faire comprendre et lire les décisions qui ont été prises, soit par le MRC, soit par le SDF, pour mieux comprendre les réactions de l'opposition dans un contexte sociopolitique comme le nôtre. N'oublions pas que depuis 3 ans, il y a une crise grave qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest. Une crise qui s'est transformée en guerre. Et la guerre a fait des milliers de morts. La guerre a fait plus de 600 000 déplacés internes, sinon plus. La guerre a fait plus de 40 000 réfugiés camerounais au Nigeria. Et il y en a beaucoup d'autres encore dans des contrées, dans d'autres pays, qui n'ont pas été enregistrés par le HCR. Cela dit, n'oublions pas que depuis 3 ans, le Cameroun, dans cette crise, doublée d'une seconde, qu'on appelle crise post-électorale, fait l'objet d'une vive préoccupation de la communauté internationale. Laquelle communauté internationale? En Afrique, à travers l'Union africaine, dans le monde, à travers les pays amis du Cameroun, la France, les États-Unis et d'autres pays occidentaux, et au niveau des institutions, à travers l'Union européenne, à travers les Nations unies, ont réagi régulièrement et formulé des recommandations. Et je voudrais ici citer 2 cas de recommandations. D'abord, celle de l'Union, la résolution du Parlement européen, et ensuite la résolution du Sénat américain, pour montrer et justifier pourquoi Maurice Kamto a peut-être décidé de ne pas aller aux élections, de faire en sorte que le MSC n'aille pas aux élections. Je vais citer le point 9. Vous savez, la résolution du Parlement européen a 13 points. Le 9e point dit ceci, et je le cite pour le paraphraser. Le Parlement européen exhorte le gouvernement camerounais à convoquer tous les acteurs politiques afin de procéder à une révision consensuelle du système électoral avant toute élection, afin de promouvoir la paix et d'éviter les crises post-électorales. Ça, c'est un extrait du point 9 de la résolution du Parlement européen. C'est-à-dire, avant toute élection, convoquer tous les acteurs politiques afin de procéder à une révision consensuelle, je répète, une révision consensuelle du système électoral. Je ne dis pas seulement du code électoral, du système électoral, avant toute élection, afin de promouvoir la paix et d'éviter toute crise post-électorale. Je vais rentrer également dans l'un des points majeurs, recommandations du Sénat américain, qui avait également réagi. La réaction du Parlement européen, c'était en avril 2019. Maintenant, le Sénat américain, à travers son congrès, avait réagi le mois d'après, au mois de mai, allant presque dans le même sens que la réaction du Parlement européen, mais en précisant que à ce moment-là, il faut le rappeler, le MRC, le président du MRC et beaucoup d'autres cas, plusieurs centaines de militants du MRC se trouvaient en prison. Alors dans la résolution du Sénat américain, il demandait de libérer immédiatement Maurice Kamto et la centaine de ses alliés et membres et précisait, et je vous invite à le lire, la résolution du Sénat américain, de faire en sorte que le MRC puisse participer aux futures élections législatives et municipales. Point. Quand je cite seulement ces 2 résolutions, c'est pour vous amener à comprendre qu'en réalité, la décision prise par le MRC est en harmonie avec la réaction de la communauté internationale, qui voulait qu'avant toute élection, il y ait une révision consensuelle du système électoral. Ça, c'est d'un.
De deux, j'observe également que par rapport à la crise anglophone, la communauté internationale, dans les 2 dernières résolutions que j'ai citées, et même dans d'autres recommandations formulées par l'Union européenne et même par l'Union africaine, ils ont insisté sur la nécessité d'ouvrir un dialogue national inclusif sur la crise anglophone. Et aujourd'hui, si vous observez, après le grand dialogue national qui s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé, on a le sentiment que la communauté internationale n'est pas satisfaite du fait que les recommandations n'aient pas été appliquées. De deux, que ce dialogue n'ait pas été véritablement inclusif. Et on a vu la réaction américaine qui demande que le dialogue, qui est un dialogue inclusif et véritablement constructif en associant les acteurs concernés. Et les acteurs concernés qui ont manqué au grand dialogue national, ce sont les ambazoniens, ce sont les sécessionnistes. C'est pour dire, pour chuter Sédik Noufélé, qu'en réalité, on se retrouve dans une situation où, de 2 choses l'une. Soit les partis de l'opposition au Cameroun qui réclament l'application de la Constitution, l'exercice libre de leurs activités, et qui veulent être soutenus par la communauté internationale, qui demande de respecter, au gouvernement de respecter la Constitution au Cameroun, soit l'opposition tient compte de la réaction de la communauté internationale qui est en harmonie avec vos revendications, celles de l'opposition, soit l'opposition ou certains partis de l'opposition ne tiennent pas compte de la réaction de la communauté internationale et vont face au mur et se retrouvent 30 ans, 37 ans après dans une même situation où on peut avoir des députés mais qui véritablement n'engagent pas la nation, ne font pas que les choses bougent véritablement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voulez que nous ayons un code électoral révisé ou pas? Est-ce que vous voulez que nous ayons un système électoral capable de produire un processus, et ça je le cite, c'est les expressions de la résolution du Parlement européen, un processus qui permet d'avoir des élections libres, transparentes et crédibles, point d'interrogation. Après vous, David Eboutou, sur cette ambiance préélectorale, après l'annonce du mouvement pour la renaissance du Cameroun de boycotter ces élections, et le SDF, qui lui aussi a posé des conditions préalables pour sa participation à ce double scrutin, et ensuite le PCRN de Cabral Libye invoquant les délais courts pour déposer les dossiers de candidature, appelant le Conseil électoral à revoir certaines dispositions. Quelle est l'ambiance préélectorale du côté de Yaoundé? Comment, là, les tenants du pouvoir, le Sérail, réagissent avec ces multiples sorties médiatiques de l'opposition? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche internationaliste qui veut qu'on aille convoquer des principes de l'ailleurs pour pouvoir résoudre ce qui nous concerne ici. Vous savez, pour nous autres qui nous réclamons un peu de l'obédience panafricaniste, il est souvent difficile de penser que nos révolutions, nos changements d'ici seront faits ou menés par les autres. C'est en cela que je pense qu'il y a des forces endogènes qui peuvent créer une dynamique de rapport de force au plan strictement interne pour pouvoir faire bousculer la donne et changer les choses. Et on l'a vu depuis quelque temps avec le MRC aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent qu'aujourd'hui, un parti politique comme le MRC définit la météo politique du Cameroun. Vous voyez, pendant des semaines, on ne parle que du MRC simplement parce qu'il a su imposer une façon de voir, une trajectoire et un rapport de force. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, dans le fond également, je dirais qu'il serait intellectuellement malhonnête de ne pas reconnaître que la décision du MRC de ne pas prendre part au double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain n'a pas surpris. Elle a surpris, surtout que quelques temps avant, nous avons été de ceux qui ont suivi de près cette sortie du professeur Maurice Kamto, recevant quelques femmes, quelques dames de son directoire politique, je crois du MRC, où il avait clairement donné sa position par rapport au boycott. Il avait clairement dit que le boycott ne faisait pas partie d'une stratégie conséquente pour combattre une dictature féroce comme celle qu'on a au Cameroun. Donc, parti sur ces postulats, il nous semble, et je suis d'accord avec Maître Ngouanan, qu'il y a certainement des raisons peut-être stratégiques, occultes aujourd'hui, qu'on ne maîtrise pas encore, mais dont on pourrait spéculer. Mais maintenant, les autres partis politiques qui viennent de façon opportuniste s'aligner plus ou moins sur cette décision sentencieuse du MRC de ne pas prendre part aux élections prochaines,
il me semble qu'on est dans l'ère du chantage et de la surenchère politique. Ça a toujours fonctionné comme ça au Cameroun, où effectivement, selon le contexte, selon la conjoncture, il y a des leaders politiques qui travaillent en sous-bassement, il y en a d'autres qui malaient au plan occulte, et il y a d'autres qui créent des positionnements. La preuve, aujourd'hui, dites-vous très bien qu'il y a ceux qui jubilent du fait que le MRC ait décidé de s'effacer volontairement aujourd'hui lors des joutes électorales qui arrivent. Il y a, et quelqu'un, je crois c'est Edmond Kamia, qui rappelait l'histoire dans son prologue, qu'à la réalité, vous avez bien vu que le fait que le SDF se soit effacé en 92 et 97, cela est créé de l'espace pour d'autres partis politiques. L'UNDP, par exemple, qui avait fait une razzia à l'Assemblée nationale, 68 députés. Aujourd'hui, l'UNDP ne peut plus faire un score, pas même dans leur rêve. Donc, ce qui se passe, c'est donc qu'on voit très bien ces micro-partis politiques-là qui n'auraient jamais, je dis bien jamais, existé si le MRC avait décidé d'aller jusqu'au bout de ces échéances électorales-là, mais qui aujourd'hui sont presque sûrs, et je vous le garantis, même par magnanimité, mettons ça entre guillemets, du RDPC, on leur donnera au moins quelques députés pour donner une coloration légitimante à ces élections qui arrivent. Globalement, quelle est la perception aujourd'hui, Cameroun? La perception, elle est la même, à savoir que nous sommes dans un environnement aujourd'hui où chacun tire des ficelles. La preuve, vous voyez très bien qu'au lieu que le RDP soit le seul parti qui jubile ou alors qui davantage soit dans une posture qui réconfortée par rapport à la sortie du MRC, il y a des partis politiques dits de l'opposition qui se réconfortent dans cette position-là parce que visiblement le MRC vient de leur ouvrir des vannes. Mais cela rentre dans une suite de conséquences de ce qu'on connaît, à savoir que nous sommes dans un pays où le discours, il faut apprendre à dissocier le discours visible, pas tant officiel des acteurs politiques avec les actes occultes que les uns et les autres posent. Ce qu'on vous dit à la télé, ce qu'on écrit, ce que vous lisez, ce que vous voyez n'est pas toujours en communion parfaite avec la réalité. Il y a des deals qui se font, il y a des choses qui s'arrangent et parfois, j'ai bien peur que parfois sont les masses parfois qui vous suivent dans ces formations idéologiques-là qui sont parfois traînées comme ça. Parce que, pour sortir, nous parlons du MRC. Il me semble, moi j'ai discuté avec plusieurs leaders, en fait plusieurs personnalités qui sont dans un certain rang dans ce parti politique-là et tous n'ont pas salué haut la main cette décision du retrait de leur formation politique aux échéances électorales à venir. J'ai discuté avec Sam Séverin Ango, j'ai discuté avec des autres qui ont été presque surpris, qui ont été pris au pain fin, au dos mur par cette décision-là. Ce qui amène à interroger, est-ce que cette décision-là ne pourrait pas, comme le disait Maître Ngouania, Maître Moustapha, ne pourrait pas avoir des conséquences dans un avenir très proche, à savoir que les militants de ce parti pourraient se dire, si tout se décide en amont, par le seul hégémon central de ce parti politique-là, Maurice Kamto, est-ce qu'on ne se retrouvera pas dans un parti caporaliste qui viendrait répéter les mêmes erreurs que le RDPC? C'est là toute la problématique aujourd'hui et quelqu'un rappelait tantôt, et je suis entièrement d'accord, que je ne suis pas de ceux qui encouragent qu'on se retrouve à répéter les mêmes erreurs que l'opposition a répétées depuis 20 ans aujourd'hui. Il me semble qu'il y aurait eu d'autres dispositions, d'autres mécanismes qui auraient pu arranger, qui auraient pu nous amener à davantage accompagner cette position du MRC qui aujourd'hui interroge plus qu'elle ne fasse consensus. Après de l'avis de Angélbert Lebon-Dachua, l'ambiguïté relevée par certains panélistes sur l'attitude du MRC qui dans un premier temps confirme sa participation aux élections législatives municipales et le jour où doit être clôturé le dépôt de dossier de candidature annonce le boycott et son retrait de ces élections-là. Qu'est-ce qui explique cette prise de position pratiquement à la dernière minute concernant le dépôt des dossiers de candidature, alors que même ces militants s'étaient déjà engagés dans ce processus? Pour vous répondre rapidement, je dois vous dire que les enjeux sont parfois dynamiques. Mais permettez, M. Nouveleux, que je fasse une petite parenthèse sur ce que M. Samuel Motte a dit tout à l'heure. Et j'ai eu un sourire en coin quand il a sous-tendu sa pensée par une pensée philosophique. Mais sauf que sur ce terrain, c'est pas le terrain de jeu, c'est pas le terrain de la philo. Nous parlons des faits. Alors, quand vous avez en face de vous une administration que je vais appeler administration RDPC,
qui joue le jeu de certains candidats. Et sur les faits, vous avez dû voir à Mondovision le professeur Alain Foguet en train de manifester devant une sous-préfecture à Yaoundé. À Yaoundé 2e, notre liste devait être conduite par Sa Majesté chef Bilo Haïfa. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire plier de rire. Le sous-préfet de Yaoundé 2, je le cite, le sous-préfet de Yaoundé 2 a refusé de signer un certificat de domicile à un chef traditionnel. Et il est chef depuis plus de 35 ans. Tout le monde sait à Yaoundé où il habite. Je vais vous donner un autre fait. On a vu en Mondovision un sous-préfet qui a violenté un de nos camarades. Je ne veux pas également, ce ne sera pas un scoop de vous dire que on a vu des sous-préfets qui ont abandonné leur bureau durant des jours et des semaines. On a vu des maires RDPC séquestrer des actes de naissance de nos militants. Ça, ce sont les faits. Quand on vit ça dans sa chair, M. Motte, je comprends que vous, vos listes et tous vos documents étaient signés soit dans les domiciles de sous-préfet ou dans les domiciles de maire. Je vous comprends que vous n'ayez pas à faire à cette adversité. Mais quand l'on vit ça, et c'est pourquoi je reviens à vous, M. Moufele, en disant que les enjeux sont dynamiques. Le MRC, dans sa dynamique républicaine, a toujours voulu confronter la République. Nous avons confronté la République sur tous les plans, et sur le code électoral, et dans la résolution de la crise anglophone, et au niveau également des tracasseries administratives. Nous avons compris que nous avions une responsabilité à prendre dans l'intérêt collectif. Et c'est pour répondre à Maître Ngwana sur cette vision de l'intérêt collectif. On comprend qu'une décision grave comme celle-là ait pu frustrer certains de nos camarades. On comprend. Mais nos camarades doivent pouvoir taire leurs intérêts particuliers au profit de l'intérêt collectif. Et la décision du MRC aujourd'hui est une décision qui est en phase avec les attentes des Camerounais. Nous ne pouvons pas nous prêter à un simulacre d'élection en zone francophone pendant que en zone anglophone, il n'y a plus de vie. Ce ne serait pas humain, ce ne serait pas solidaire et ce ne serait pas républicain. Si nous voulons qu'il y ait comme vous avez l'habitude de le dire, un Cameroun indivisible, nous n'avons aucune urgence à organiser ces élections. Ces élections ne viendront résoudre aucun problème dans la crise ou bien dans les différentes crises que traverse le Cameroun aujourd'hui. Alors, avec vous, Samuel Motte, il y a la crise anglophone, il y a les tracasseries administratives subies par les candidats, à la fois du MRC, du PCRN et d'autres formations politiques qui l'ont fait savoir durant le délai fixé pour la constitution des dossiers de candidature et qui ont aussi demandé, notamment le parti de Cabral Libye, demandé à ce qu'il y ait un délai supplémentaire de 2 semaines pour leur permettre de finaliser leur dossier, faute de quoi ils pourraient se retirer de cette compétition électorale. Et vous venez de suivre Angèle Baird tancer l'administration, en la qualifiant d'administration RDPC, qui joue en faveur de votre parti. On peut envisager les perspectives d'une justice céleste, mais également très souvent la justice des hommes est d'une froideur absolue. Je voudrais revenir à ce que j'ai dit au départ. Elle est souvent d'une froideur absolue parce qu'elle également, elle est assise sur les faits, le bon d'Achua. Effectivement, je peux comprendre que les enjeux soient dynamiques et également le raisonnement et les arguments le soient tout autant. Mais là, c'est un élément nouveau qui vient d'apparaître sur le plateau qui n'a nullement été prononcé par le professeur Camto lorsqu'il a dit effectivement nous renonçons. Il a dit. Mais en même temps, il a dit je prends acte. Il a dit. Attendez, voilà. Je prends acte. Cela dit, quand je dis effectivement qu'il y a toujours une sanction terrestre par rapport à notre activité humaine, lorsqu'on vous annonce que Nguépi est candidat dans la vallée d'une thème pour représenter, avoir un poste législatif, quand on vous dit que Tiranoa vise la mairie de Bafoussam, quand on vous a annoncé par ailleurs que Bibou Nissal se présente dans le Bamboutos,
ça peut quand même poser des problèmes. Ça peut également amener l'administration à s'interroger. Parce que lorsque... Mais oui, attendez, c'est pas des Camerounais. Mais c'est pas des Camerounais. Ben, vous avez compris la réaction. Je vous en prie, Parce que c'est des Camerounais exactement, et je suis tout à fait heureux de voir que vous réagissez de cette façon-là. Lorsqu'on vous dit effectivement qu'on apporte un certificat de domicile, ce n'est pas de l'amusement, là également c'est des faits. C'est-à-dire que lorsque vous dites, que ce soit au Cameroun ou ailleurs... Mais c'est pour les législatives. Mais je parle bien de législatives. Est-ce qu'on a besoin de certificat de domicile? On a besoin d'un On n'est pas astreint au domicile. Je vous en domicile. Permettez à Samuel la loi. On n'est pas Maître Moustapha Ngouana, je vous en prie. Permettez à Samuel d'aller jusqu'au bout. Non, monsieur Maud. Permettez, je vous en prie, monsieur. S'il vous plaît, il faut Maître Moustapha Ngouana, je vous en prie, le peuple. Maître Moustapha Ngouana, permettez qu'il aille. Maître Moustapha Ngouana, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Vous allez réagir après. Samuel Maud, vous avez la parole. Vous étiez en train d'évoquer des candidatures du MRC dans certaines circonstances électorale. Vous avez besoin effectivement de certificat de domicile de la même façon que vous aurez besoin d'un certificat d'inscription sur les listes électorales de la localité, parce qu'effectivement, étant le représentant de cette localité-là, il faut effectivement justifier d'un domicile. Mais encore une dernière fois, je voudrais couper court là-dessus. En ce qui concerne le procès numéro 42, s'il y a une décision sage qu'il a pu apprendre ces dernières années, c'est celle-là, qui considère qu'il a fait l'état de lieu, en considérant effectivement, en constatant que du fait d'une absence d'organisation territoriale, il a été dans l'incapacité de monter des listes comme il aurait pu le faire, comme l'ont fait un certain nombre de leaders d'opinion. Mais également, la question de la crise anglophone, je vous en prie. Je reviendrai sur la crise anglophone. On regarde la situation actuelle. Je reviendrai sur la crise anglophone. Et du fait que cela fait près de 2 mois que les Camerounais attendent l'application des recommandations du Grand Dialogue National. Pensez-vous qu'en 2 mois, avant l'ouverture de la campagne prévue le 25 janvier, on est à 5 semaines pratiquement, 5 à 6 semaines. Pensez-vous que l'on peut résoudre cette crise et permettre aux candidats à cette élection d'aller battre campagne et aux populations de voter le 9 février prochain? Ça me semble une question accessoire à partir du moment où, de manière unanime, les gens ont eu cette maladresse-là et cette mauvaise pensée-là de penser que dans une république, on peut envisager d'encourager des actes d'une déviance absolue. Parce qu'effectivement, quand Edmond Camille a dit n'oublions pas que depuis 3 ans, il y a une crise grave. Effectivement, ça fait depuis 3 ans que nous disons nous n'avons pas à encourager des actes de viande dans la République, et cette crise-là, elle n'avait pas de raison d'être. Maintenant qu'on l'a encensé, on l'a créé de toutes pièces, la République ne va pas s'arrêter à la crise. Et contrairement à ce que l'idée que vous voulez porter en disant que le monde devait s'arrêter parce qu'effectivement, dans un pan de notre territoire, à mon corps défendant, il y a un certain nombre de faits qui se passent, qui ne sont pas en phase par rapport à notre idée de développement, qu'on puisse arrêter la République, je pense que ce n'est pas envisageable. Et c'est pour cette raison-là, quand je vous dis effectivement qu'il y a toute sanction, il y a chaque fois que nous faisons une activité terrestre, il y a une sanction à cela. La sanction première, c'est qu'effectivement, une fois que de manière irraisonnée, irresponsable, on a posé un certain nombre d'actes, on ne faut pas qu'on se retourne demain pour pouvoir commencer à épiloguer sur les conséquences. Chaque acte que nous posons au quotidien a une conséquence. La première conséquence de l'ensemble des mouvements de viande que nous avons tolérés dans le nord et sur le sud-ouest, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de lecteurs qui ont disparu. Je sais qu'effectivement, le SDF aujourd'hui en souffre, le RDPC également, parce qu'il y a des bastions de RDPC dans le nord et le sud-ouest en souffre également. Mais ça, c'est des choses qu'il fallait nécessairement anticiper de telle manière à éviter qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Mais également, là aussi, quand on dit qu'on met en place une organisation politique, il faut être conséquent par rapport à ce qu'on a envie de faire. Quand vous avez une organisation politique qui est en total déphasage par rapport à un certain nombre de moyens qui doivent être mis en place pour pouvoir concourir à une compétition comme celle-là, il faut également qu'on tienne compte. Quand vous avez une absence de leaders locaux, parce que contrairement là également à ce qu'ils disent, je connais en ce qui me concerne comment est-ce que les listes se bâtissent dans les contrées, dans les villes et dans les villages. C'est très souvent un enfant dévoué, une élite, qui s'est dit effectivement, nous participons à la construction d'une liste. Dans ce que vous observez aujourd'hui à l'intérieur du MRC, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont bousculés à la porte pour pouvoir dire effectivement je prends en charge telle ou telle liste. Malheureusement, c'est les listes, elles se construisent comme ça. Vous êtes membre du MRC. Décidément, vous devenez membre du MRC. L'autre chose également, quand je vous dis que ça a été une décision assez sage de sa part, comment dire aujourd'hui que j'ai été le plus grand leader, le président élu pendant des mois et des mois,
et arriver à la conclusion qu'en réalité, on ne peut pas avoir 5 députés à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il y a un point sur lequel je voudrais insister, et nos listes qui ont été présentées à Eleka aujourd'hui, nous avons insisté et respectent bien ces critères-là. Nous avons insisté que la prise en compte des aspects sociologiques dans les listes peut être mis comme étant un élément essentiel. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous étions curieux de voir quelles sont les listes qui allaient sortir de cette organisation qu'on appelle le MRC. Et je crois effectivement que ça a été un élément central pour lequel ils sont... Pour vous, quels sont les critères sociologiques qui doivent être respectés dans la liste? Les critères sociologiques, c'est que lorsque vous êtes à Douala, vous devez tenir compte qu'il y a un certain nombre de groupes sociologiques que vous devez représenter. Il n'y a pas de liste monocolore à avoir. Et dans le cas de la chef de ces listes multicolores, effectivement, je peux envisager qu'il n'ait pas pu trouver des gens qui se bousculent à leur porte pour pouvoir être candidats sur leur liste. Et pour cette raison-là, effectivement, pour pouvoir ne pas le faire transparaître dans le public, effectivement... Non, monsieur Mouffele. Alors, Angèle Lebon, sur la capacité du MRC, capacité financière, capacité de mobilisation des ressources humaines, personnelles, politiques, à pouvoir aller à ces élections, est-ce que vous avez manqué de moyens et face à cette réalité, vous avez décidé de prendre part à ces élections? Non, je voudrais d'abord répondre à quelque chose qui est très grave. Je pense que M. Motte parle à mots voilés. C'est-à-dire que ce qu'il veut dire, si je peux l'aider à le dire, c'est que toutes les listes du MRC constituées à travers le territoire national étaient portées donc par l'Ouest. C'est bien ça, par les Bamileke. Je n'ai pas dit ça. Ah ben écoute, si vous ne le dites pas, vous savez pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Monsieur Motte, c'est vous qui revenez aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça. C'est vous qui revenez aujourd'hui avec des discours pompeux de vivre ensemble. Mais c'est vous qui, en sourdine, il faut les porter. Entretenez, je dis bien entretenez la division entre les Camerounais. Autant vous avez été choqué de voir Olivier Bibou Nissak, à qui je dis bonjour. Je n'ai pas été choqué. Vous vous interrogez même. J'ai dit que c'est la politique spectacle qui n'a rien à voir avec la réalité. Je vous en prie, il a la parole. Vous vous interrogez même. Sachez je vous ai parlé également d'un gay qui Samuel Motte, je vous en prie, il a la parole, permettez-lui. Samuel Motte, je vous en prie. Messieurs, je vous en prie, permettez-lui de s'exprimer. Permettez-lui de s'exprimer. Vous allez réagir après. Angèle Bay d'abord. Si nous voulons construire une république, M. Motte, très bien, que vous n'avez pas pu construire depuis près de 40 ans aujourd'hui, c'est simple. Il faudrait que chaque Camerounais sache qu'il est partout au Cameroun, chez lui. Ça, là, vous n'avez pas su construire ça. C'est pourquoi vous, M. Samuel Motte, ayant fait toute votre jeunesse ici, ayant votre activité professionnelle à Douala, vous pensez que vous devez rentrer à Yabassi. Au nom de quoi, moi, Dachua, né à Nouvelle, grandi à Douala, aujourd'hui installé à Yaoundé, je vais aller Non, ne me prêtez pas de propos. Je vous en prie, permettez-lui d'aller jusqu'au bout, Samuel Motte. Ce que je veux dire, et nous l'avons proposé d'ailleurs dans notre projet de loi déposé à l'Assemblée nationale au lendemain des élections de 2013. Il faut en finir avec cette histoire de certificat de domicile. Les élections, c'est le suffrage universel. Si moi, Dachua, vivant à Yaoundé, je pense que ingénieur agronome et sur les terres de Tchang, j'ai un projet que je peux aller défendre là-bas pour les populations de Tchang. Je présente mon projet aux populations parce qu'une fois maire, une fois député, maire surtout, je pourrais développer cette localité. J'irai au suffrage universel avec quelqu'un qui peut-être est né là-bas, a grandi là-bas. Mais pourquoi voulez-vous empêcher aux Camerounais de voter pour un projet? Chaque Camerounais doit être partout au Cameroun, chez lui. Et arrêter avec cette histoire de division des Camerounais. Et sur la question du MRC, est-ce que le MRC a été capable de pouvoir constituer des listes dans la majorité des circonscriptions électorales concernant ces législatives municipales? Moi, je vais répondre rapidement à M. Motte qui semble faire partie du directoire. Je vais lui dire en termes de petits signes que le directoire national s'est réuni pendant 2 nuits et 3 jours sans interruption. On ne se réunit pas pour valider 2 listes pendant 2 nuits et 3 jours. Je dis bien sans interruption, M. Motte.
Il y en a qui parlent de moyens financiers. J'ai lu, entendu sur les réseaux sociaux, quelqu'un faire des calculs de 700 millions, je ne sais pas trop combien. Nous avons entretenu pendant 9 mois, M. Samuel Motte, 9 mois, nos prisonniers politiques en prison. Je peux vous évaluer, pour vous qui êtes expert comptable. Prenez la ration journalière. Voyez combien on peut mettre pour une personne par jour. Et non mais écoutez, je vous parle des faits. Comment un parti qui a réussi un exploit inédit comme celui-là, comment un parti qui a réussi un exploit inédit comme celui-là, de nourrir 400 personnes pendant 9 mois, c'est des faits. Nos amis prisonniers politiques sont là. Toute l'administration de la prison centrale de Kondengui est là pour témoigner de ce que je dis. Ils faisons attention. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'aime pas tomber dans le piège de la diversion et de la distraction. Le problème du MRC n'est pas un problème de mobilisation. Il ne sera non plus un problème de fonds ou bien de moyens financiers. Nous savons ce que nous valons aujourd'hui. Nous posons des problèmes pour l'avenir du Cameroun. Et concernant cet avenir, il y a la question du code électoral. Vous avez suivi, Maître Moustapha Ngwana, le débat ici sur la participation des candidats aux législatives, difficulté d'obtenir ces certificats de domicile. Que dit le code électoral sur ces dispositions précises-là? Je voudrais d'abord rappeler à M. Motte que en matière d'élections législatives, on peut procéder, on peut faire du parachutage. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans votre circonscription. Donc, quand vous lisez les codes électoraux, les articles 165 et 182, 165 pour les élections législatives, il y a 8 pièces que vous devez produire. Parmi ces pièces-là, ne figure pas le certificat de domicile. Mais par contre, pour les élections municipales, il y a 9 pièces, dont il y a un certificat de domicile qui est prévu. Donc c'est ça la différence. Donc c'est tout à fait normal que Madame Thierry... C'est vous en prie, Samuel Motte, il a la parole. Samuel Motte, je vous en prie, respectez son temps de parole, vous allez réagir après. Respectez son temps de parole, vous allez réagir après. C'est une précision. Je voulais seulement dire que Thierry Anoa était parti pour la municipalité de Bafoussam. C'est vous qui le dites. Vous savez, permettez qu'il il nous donne des précisions sur ça a été annoncé. Je vous en prie. Allez-y, Maître Moustapha. Je ne suis pas avocat du MRC, mais j'ai le sentiment que vous êtes doté de pouvoir divinatoire. Ça a été annoncé, ça. Madame Soleil est membre de votre famille, donc vous avez une boule de cristal, donc vous pouvez prévoir l'avenir et savoir ce que les autres font, même quand vous n'y êtes pas. Mais toujours est-il que la loi en tout cas, l'article 165 du code électoral ne prévoit pas le certificat de domicile comme étant une des pièces à constituer pour les élections législatives. Donc il faudrait que cela soit sûr. Oui. Donc maintenant, on soulève les débats. Oui, il y a des questions pertinentes qui sont soulevées. Parce que bon, et je crois que sur ce point-là, je rejoins mon ami Angelbert le bon Dachoua. Il faut absolument qu'on puisse donner la chance au programme politique. Je peux bel et bien passer toute ma vie à Douala, mais avoir un intérêt des investissements importants à faire dans une autre localité du Cameroun. Et cela est d'un intérêt pour les populations de ces localités-là de m'avoir plutôt que d'avoir un résident qui n'a rien à leur proposer. Donc je pense que sur ce point-là, je dois rejoindre M. Angelbert de Troyes. Et il faut aussi dire une chose, le SIF en son temps avait fait valoir une kyrielle de modifications qu'il fallait absolument apporter au code électoral pour que les les enjeux soient plus équitables. Nous avons dit qu'il fallait qu'une élection présidentielle soit à 2 tours. Il fallait également que l'ECAM soit constitué de manière consensuelle. Parce que nous constatons malheureusement, et nous sommes l'un des seuls pays où cela se passe ainsi, que tous les membres de l'ECAM, tous les membres de l'ECAM sont des anciens militants du RDPC. Et également au Conseil constitutionnel, en dehors du professeur Nkui, tous ceux qui sont au Conseil constitutionnel ont une sensibilité qui est plutôt proche du RDPC. Et c'est inacceptable, c'est inconcevable dans un pays qui se dit démocratique. Donc il y a un kyrielle de modifications que nous avons sollicitées en son temps et qui sont toujours d'actualité. À défaut d'avoir le consensus, trouver au moins une organisation paritaire. On dit que l'opposition propose tel nombre de personnes, la société civile et le parti au pouvoir, pour que nous puissions avancer. Il n'est pas normal que nous soyons toujours, que ce soit la même rengaine au fil des élections. À chaque fois, on revient sur les mêmes récriminations. Et l'ECAM, par exemple, quand on vous dit que les procès-verbaux de l'ECAM sont ceux qui ont le plus de valeur. Pourtant, il faut le dire, la plupart des personnes qui sont désignées dans les bureaux de vote
comme représentants de l'ECAM sont très souvent choisis par le RDPC. C'est une la palissade. Donc, avec ce RDPC qui veut tout contrôler, avec cet l'ECAM qui est même contrôlé par le RDPC, comment vous pouvez croire que ce soit les procès-verbaux qui émanent de l'ECAM qui doivent faire foi? Alors que lorsque vous êtes même dans une juridiction, je prends le cas du Conseil constitutionnel, lorsque vous écoutez les plaidoyers du Conseil constitutionnel, vous avez le sentiment qu'il y a une concertation entre l'administration territoriale, le RDPC et l'ECAM. Ils tiennent tous le même discours, un peu comme si c'était préparé à l'avance. Et c'est fort regrettable. Donc il n'y a pas de détachement entre l'organe qui organise les élections et la formation politique, le RDPC et l'administration avec. Donc ce sont des défaillances qu'il faut absolument être corrigées, qui doivent être corrigées au plus tôt. Dans ce processus préélectoral, il y a une formation politique, au moins 2, qui ont demandé 15 jours supplémentaires pour déposer les dossiers de candidature pour les législatives et les municipales, invoquant les difficultés rencontrées dans la constitution des pièces exigées pour ces dossiers de candidature. Est-ce que le code électoral, est-ce que le conseil électoral a les pouvoirs pour autoriser un tel délai supplémentaire, Maître Moustapha Mbouana? Je dois avouer, sans être insultant, qu'il s'agit quasiment d'une espèce de sorcellerie. Parce que la loi n'a prévu à aucun moment la possibilité pour le Conseil électoral de pouvoir donner un délai supplémentaire aux différentes non. Je n'ai jamais dit que Cabral était un sorcier, mais c'est Boutou. On ne va pas avoir de gros mots à l'endroit des personnalités de la République. Ne répétez pas les mots, je dis que c'est sur le plan juridique, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas par quelle alchimie juridique le Conseil électoral va pouvoir étendre les délais. Et j'ai même entendu également les supputations selon lesquelles le Conseil électoral aurait saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil, c'est pas possible. La saisie du Conseil constitutionnel du Cameroun est l'une des plus difficiles qui soit. Donc il n'est pas possible de pouvoir étendre les délais en l'état actuel du droit positif camerounais. Donc c'est pas possible. Donc ça dit que l'incurie que pourrait avoir certaines formations politiques ne peut pas être gommée par le seul fait d'avoir fait un communiqué et de solliciter que voilà, il faut qu'on change les choses. Donc, à l'heure actuelle, le code électoral camerounais ne permet pas qu'on puisse faire une quelconque modification dans ce sens-là. C'est vrai que Émile Durkheim disait que la loi sert d'oppression sociale. Donc, ça dit que la loi doit également s'adapter aux situations conjoncturelles. Mais seulement si on doit pouvoir modifier la loi à chaque fois, ce serait dangereux. D'ailleurs, on a besoin d'un minimum de stabilité juridique pour que la loi puisse également assumer sa mission de prévisibilité. Parce qu'elle doit être prévisible. On doit pouvoir connaître quelles sont les solutions qui doivent être données à chaque situation. Si on doit adapter à chaque position, je crois que nous serons dans une république qui serait encore on ne peut plus bananière. Donc pour l'heure, c'est pas possible. Dans cette ambiance préélectorale, il y a une visite inattendue de 3 principaux responsables de la Commission de l'Union africaine, du Commonwealth et de la francophonie. Au terme de leur rencontre avec le chef de l'État et des discussions avec des partis de l'opposition, ils ont signé un document, un communiqué, dans lequel ils insistent sur la création des conditions favorables à la tenue des élections, surtout dans les régions anglophones, ceci dans la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale et le respect des valeurs démocratiques partagées. David Eboutou. Lorsqu'il y a 3 principaux responsables de ces organisations, Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, Patricia Scotland du Commonwealth et Louise Mushikiwabo de la francophonie, qui insistent sur la création des conditions favorables à l'organisation des élections locales, surtout dans le nord-ouest et sud-ouest, dans la paix, la cohésion, dans l'unité, dans un consensus politique recherché. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, je voudrais rassurer Maître Moustapha. Je faisais une déduction de votre lecture. C'est Cabral qui a demandé 15 jours au Conseil électoral, en tenant compte du contexte actuel, des difficultés et des entraves institutionnelles que les uns et les autres ont relevées ici. Il a trouvé bon de demander au Conseil constitutionnel qu'on lui accordât 15 jours de plus. Je ne sais pas si cela s'appuyait sur une disposition électorale ou pas. Vous venez de le clarifier. Donc, vous avez utilisé l'expression, vous avez dit que cela, ça rime à de la sorcellerie. Donc, déduction, Cabral est un sorcier. Donc, ce que je veux dire,
Je vous en prie, on ne va pas tenir des propos non, qui peuvent paraître insultants à l'endroit de certaines personnalités de la République. Pas du tout. On s'intéresse aux prises de position des uns et des autres afin de Pas comprendre du tout. et d'analyser cette situation-là. Et donc, j'accompagnais son analyse. Maintenant, pour répondre à votre question... Ne prêtez pas les mots, s'il vous plaît. Pas du tout. Ne prêtez pas les mots. Pas du De tout, l'argent, mon si ami, vous en mon cher avez. ami. Voilà. Alors, pour répondre directement à votre question, il se passe qu'il faut inscrire cette visite tripartite des têtes de proue de quelques organisations internationales aujourd'hui dans notre pays dans une dynamique qui est logique, à savoir que depuis au moins 3 ans aujourd'hui, que sévit de façon assez brutale et grégaire la crise anglophone, à laquelle s'est ajoutée la crise post-électorale. Il se passe que, effectivement, cela ne laisse pas indifférent des organisations internationales. Et donc, elles viennent, chacun pose un certain nombre de recommandations qui, parfois, se répètent, s'entrechevauchent et ne sont toujours pas appliquées. Parce que, depuis que la crise anglophone a commencé, même qui a cédé place à la crise post-électorale, on voit très bien que ce soit les rapports d'International Crisis Group, le Parlement de l'Union européenne, l'Union européenne, les Nations Unies, etc. Tous ces groupes, tous ces think tanks et autres organisations internationales, tous ont tendance à répéter de façon redite un peu les mêmes préoccupations, les mêmes recommandations. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est fait? C'est ça le gros problème aujourd'hui, à savoir que oui, le Commonwealth, la francophonie, l'Union africaine viennent d'être là. En lisant, je le relisais encore ce communiqué-là, conjoint, en venant dans vos studios, et on retrouve les mêmes choses. Ils vont même plus loin. Ils demandent, et ça c'est Maître qui le répétait tout à l'heure, c'est que le SIF aussi demande aujourd'hui, qu'il y ait application des résolutions du Grand Dialogue National. Ils le disent à 2 reprises dans leur communiqué. Ils demandent qu'on implémente déjà les quelques mesures. Et ça pose un réel problème. Qu'on en soit toujours à venir solliciter d'une initiative ou alors des initiateurs, de ceux qui ont quand même eu une bonne idée. Moi j'ai été au Dialogue National avec Edmond Kamdia. On a vu qu'il y a eu des séances de travail assez importantes qui se sont passées là-bas. On a vu des réunions de travail, on a vu des gens quand même s'époumoner pour sortir tout ce qu'ils avaient dans leur ventre avec vos amis du SDF, M. Ngwanan. Et par la suite, il y a eu des propositions qui peuvent être critiquables, mais qui ont été quand même portées à un certain niveau. Pourquoi des semaines, des mois après aujourd'hui, on ne va pas toujours dans le sens d'implémenter celle-ci? Ça pose un réel problème. Il y a donc un constat qui revient, à savoir le hiatus permanent qu'il y a entre parfois le discours et le fait, la théorie et la pratique chez nous, qui, à mon avis, fait partie des conséquences qui ont amené le pays dans l'abîme dans lequel on se trouve aujourd'hui. Les organisations internationales qui viennent au Cameroun aujourd'hui peuvent, dans une certaine mesure, s'inscrire dans la logique de la pression douce qu'on peut faire à un monsieur comme Paul Biya, dont on sait que la pression, outre quand elle vient de la France, peut facilement émouvoir. C'est-à-dire que, étant inscrit dans une logique néocoloniale, sachant très bien que son véritable pouvoir, sa véritable légitimité vient de Paris, il est difficile qu'on fasse bouger M. Biya à travers une organisation, je ne sais pas, Commonwealth, francophonie, qui sont des legs coloniaux. Et il est extrêmement difficile de l'amener à bouger. Donc, je reviens sur le postulat de départ, à savoir que moi, je me serais plutôt attendu à ce qu'il y ait une véritable dynamique, une véritable démarche concertée de la part des partis politiques de l'opposition, d'un certain nombre de cadres de la société civile, pour aller dans le sens d'imposer un rapport de force à ce régime qui, comme quelqu'un l'a dit, ne prendra plutôt un malin plaisir à aller vers une élection seule ou avec quelques partis affidés et faire une véritable razzia. Et je sors en disant, moi je suis partisan d'une approche qui est simple. Face à une démocrature comme la nôtre, où effectivement on incante les principes démocratiques, mais qui en réalité se relève du saupoudrage parce que les leviers sont verrouillés, il me semble qu'on ne peut pas aller vers un changement brusque. Il me semble que ce qui est important, c'est d'aller vers de construire des petites victoires qui pourraient, à terme, aboutir aux grandes victoires. Et c'est en cela que je continue de penser que les élections, qui sont des cadres où on porte des légitimités, sont des meilleurs moyens pour construire ces petites victoires qui pourraient à terme consacrer une plus grosse victoire. Edmond Kamdia, sur cette sortie de la Commission de l'Union africaine, la francophonie et le Commonwealth, qui réaffirment leur engagement à soutenir par tous les voies et moyens un consensus politique dans la mise en application de la résolution du Grand Dialogue National et surtout la création des conditions favorables à l'organisation des élections dans les régions anglophones, dans la paix, l'unité et la cohésion nationale.
quelle est votre analyse de cette présence d'abord de 3 principaux responsables de cette organisation au Cameroun au même moment, et ensuite leur prise de position au terme de leur rencontre avec le chef de l'État? Oui, la présence au Cameroun pendant plusieurs heures, 2 jours, 72 heures, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de la secrétaire générale de la francophonie, Mme Mouchiki Wabo, et de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, leur présence au Cameroun n'est pas fortuite. Et tout à l'heure, au début de mon propos, je vous disais qu'il faut tenir compte de la place de la communauté internationale dans les problèmes au Cameroun. Chaque fois que nous avons des problèmes et que nous sollicitons leur expertise, leur aide pour nous aider à régler nos problèmes, il faut en tenir compte. Et je le disais tantôt avec tant de véhémence que je suis porté à croire que le pouvoir comme l'opposition doit pouvoir en tenir compte. Tout ce que j'appelle tous les acteurs concernés. Je disais donc que leur présence n'est pas fortuite parce qu'ils suivent de près. Et je parlais de vives préoccupations de la communauté internationale. Et toutes ces 3 entités font partie de ce que j'appelle la communauté internationale. Parce que nous sommes, le Cameroun est membre de la francophonie, le Cameroun est membre du Commonwealth, le Cameroun est également membre de l'Union africaine. Et vous savez que toutes ces structures ont pris parfois des communiqués, parfois des déclarations concernant la crise anglophone ou concernant la crise politique au Cameroun. Et il est de bon ton qu'ils aient été reçus au Cameroun par le Premier ministre chef du gouvernement et au plus haut niveau par le chef de l'État, Paul Biya, à qui ils ont fait passer un certain nombre de messages. Ils ont eu des échanges importants et la preuve, c'est le communiqué conjoint qui en est sorti. J'avoue, il y a des choses très claires dans ce communiqué, mais il y a également un message fort diplomatique dans le même communiqué. Mais c'est fort diplomatique parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er décembre. Tout le mois de décembre, au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont les États-Unis qui vont assurer la présidence. Les États-Unis assurent ce mois de décembre la présidence du Conseil de sécurité. C'est une information qu'il faut donner aux différents acteurs, pour ceux qui ne le savent pas. Il faut également dire, en écoutant la réaction de ces 2 secrétaires généraux et du président de la Commission de l'Union africaine, ils ont insisté. Et pour parler de Moussa Faki Mahamat, il a dit au début, quand il a été interrogé par les journalistes, et à la fin de l'audience, je le cite, le Cameroun ne mérite pas la violence. Il a dit 2 fois. Quand il a foulé le sol et quand il est reparti. Ça veut dire qu'il est au courant d'un certain nombre d'informations importantes qu'il faudrait prendre en considération pour éviter que les violences se poursuivent en termes de crise post-électorale comme en termes de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, c'est d'un. N'oublions pas, Moussa Faki Mahamat est quelqu'un qui a assumé des fonctions importantes à l'ONU. Il a aussi présidé pour le Tchad le Conseil de sécurité de l'ONU. J'insiste sur le Conseil de sécurité de l'ONU parce que dans les résolutions du Parlement européen, comme celle du Congrès américain, ils envisagent la possibilité de porter le problème du Cameroun devant le Conseil de sécurité. Et j'insiste là-dessus. Et je le dis avec tant d'émotion et tant d'emphase que les États-Unis, qui suivent de près la situation qui prévaut au Cameroun. N'oublions pas que le Cameroun a envoyé une mission il y a quelques jours aux États-Unis à Washington, qui a été reçue par Thibon Nagui, le secrétaire national, le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines, au sujet de la question de l'AGOA, pour chercher à infléchir la position américaine pour que nous ne soyons pas sanctionnés à compter du 1er janvier 2020. Mais les États-Unis ont réagi, ont dit, n'est-ce pas, à la délégation camerounaise, les conditions qui permettraient au Cameroun d'être à nouveau sur la sellette par rapport à l'AGOA. Et ces conditions, il faut le dire, intègrent la question de la crise anglophone, la question de la solution durable à la crise anglophone, ainsi que la nécessité pour le processus électoral d'être libre, transparent et démocratique. Regardez pour ceux qui suivent l'actualité, que ce soit dans les médias, les chaînes internationales, comme sur les réseaux sociaux, regardez le visage de Thibon Nagui lorsqu'il est avec le ministre Mbayou. Il n'est pas heureux, alors que c'est un monsieur fort sympathique.
Généralement, quand vous voyez Thibon Nagui, il est toujours dans la joie, il est convivial. Mais sur la photo avec M. Mbayou, il n'est pas souriant du tout. C'est un message fort pour vous dire que dans les jours qui viennent, si le Cameroun ne tient pas compte d'un certain nombre de réactions comme celle de l'équipe qui est arrivée il y a quelques jours, c'est pour cela que je disais que leur communiqué est très diplomatique. Ne vous arrêtez pas au premier degré. Il faudrait bien qu'on avance dans la résolution de la crise anglophone et qu'on fasse tout pour éviter, avant toute élection, qu'il y ait une situation de tension qui fait en sorte que nous ne puissions pas tirer les leçons du passé, c'est-à-dire de la crise post-électorale. Parce que je l'ai rappelé et j'ai insisté sur le point 9 de la résolution du Parlement européen, qui dit qu'avant toute élection, il faudrait que le gouvernement convoque tous les acteurs politiques afin de procéder à la révision consensuelle du système électoral. Cela intègre le code électoral qu'il faut modifier, qu'il faut révisiter. Et les parlementaires sont encore là. Je crois que même s'ils ne le font pas en session normale, ils peuvent le faire en session extraordinaire. Et cela nous montre qu'avant d'aller aux prochaines élections, il faut que le code électoral soit révisité. Justement, c'est l'une des revendications du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Angélbert Lebon-Datua, lorsque vous suivez cette mobilisation de la communauté internationale au Cameroun avec les trois principaux responsables de la Commission de l'Union africaine, de la francophonie du Commonwealth, insister sur un consensus politique qui doit prévaloir les conditions à mettre en place pour l'organisation des élections et également l'application des recommandations du grand dialogue national. Comment analysez-vous cette attitude de la communauté internationale vis-à-vis du Cameroun? Personnellement, je dis bien personnellement, je suis un peu mal à l'aise. Je suis mal à l'aise qu'un État adulte comme le nôtre, indépendant depuis 1960, dont 59 ans, qu'on ait besoin d'étrangers pour venir résoudre nos problèmes. Je suis franchement mal à l'aise. Mais bon, il faut faire aujourd'hui avec le fonctionnement global du monde. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des gens qui nous gèrent par effraction et avec beaucoup d'autisme. Et lorsque l'on sait que la poule ne peut pondre que les œufs, en se référant, et je pense que c'est Maître Ngwana qui disait ça, que n'oublions pas que nous avons une histoire, au fort de la crise sociopolitique au Cameroun dans les années 90, il avait été convoqué ce qu'on appelait la tripartite. Et cette tripartite avait abouti à la révision constitutionnelle de 1996. Parmi lesquelles, comme résolution, la décentralisation, qui est au cœur aujourd'hui de cette crise anglophone, la décentralisation. 1996, 23 ans aujourd'hui après, elle n'est toujours pas effective. 24 ans même. 24 ans. Alors, il y a eu des résolutions comme la déclaration des biens sur l'article 66. Je ne reviens plus là-dessus, parce que quand on connaît ce régime prévaricateur qui ne veut pas se prendre à son propre piège, on comprend pourquoi est-ce que cet article 66 n'est jamais appliqué jusqu'à ce jour. Bon, heureusement, il n'y a pas que de mauvaises choses. On a pu avoir un conseil constitutionnel 22 ans plus tard. Hein, tout n'est pas que mauvais. 22 ans plus tard, on a eu un conseil constitutionnel. Non, Maître Ngwane, ne rêvons pas. Il y a eu ce qu'on appelle un dialogue national approximatif. Loin de ce que tout le monde a pensé. Je veux dire qu'on avait du bon sens. Un dialogue national pensé pour résoudre cette crise anglophone n'est pas celui que l'on a vu à Yaoundé, ce que j'appelais la grande balade nationale. Et même pour le peu de résolutions sorties de là, à des mois aujourd'hui après cette grande balade nationale, que rien ne soit mis en œuvre pour que nos frères qui continuent dans le nord-ouest et le sud-ouest à payer le prix fort, on ne ressent pas un seul air d'urgence. C'est-à-dire que montrer que ce problème est une urgence depuis le grand dialogue national du RDPC, je préfère dire ça comme ça, et certains invités à ce grand dialogue. Parce que nous, on avait vu les choses venir, on a compris que organisé tel qu'il était, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un grand dialogue national inclusif, vous avez plutôt fait ce que vous pensiez bon pour vous, et quelques mois après, ce que vous avez fait, on comprend toujours pourquoi rien n'a changé, parce qu'au départ, il n'y avait pas une volonté claire de résoudre cette guerre
cette sale guerre anglophone. Ou alors, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui par effraction n'ont pas les moyens pour pouvoir gérer cette crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Pensez-vous qu'un consensus politique peut être trouvé aujourd'hui pour aller vers une résolution de cette crise anglophone et une modification du code électoral avant la tenue des élections? Mais c'est aussi simple que ça. Je veux dire, il ne faut pas aller à la Harvard pour savoir aujourd'hui ce qu'il faut comme résolution de problème à notre pays. Moi, j'ai souvent le courage de le dire, et je le dis parfois sur les plateaux de télévision. Le problème numéro 1, et malgré tout le respect que j'ai pour l'homme, je dis bien malgré tout le respect que j'ai pour l'homme, le problème numéro 1 aujourd'hui du Cameroun, c'est M. Paul Biya. Ayons le courage de le dire en tant que Camerounais. Regardons-nous dans les yeux. Je dis avec tout le respect que je lui dois. Deuxièmement, aujourd'hui, pour résoudre la crise anglophone, il faut mettre tout le monde, sans distinction, sans exclusive, autour d'une table. Je pense notamment, à quoi ça sert de maintenir un monsieur comme Ayoub Tabé en prison, le condamner à vie, et recevoir ses généraux à Yaoundé, dans un spectacle pas très plaisant, mais que nous avons souffert de regarder quand même. À quoi ça sert de le condamner à vie, à quelques jours avant la convocation de ce grand dialogue national? À quoi ça sert? À quoi ça nous sert aujourd'hui, monsieur Nouffeleux, que dans notre code électoral, des gens, comme ils savent si bien l'être, malins, introduisent l'article 49 dans la loi 2004-004 sur le Conseil constitutionnel du 21 avril 2004. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui que dans le cadre des élections législatives à venir, en cas de contentieux, c'est-à-dire celui qui introduit la requête doit pouvoir mentionner son nom, prénom et sa qualité, bien sûr, et indiquer également le vainqueur, le nom de l'élu. Alors que ce contentieux se passe au moment où on ne connaît pas encore les vainqueurs. Sur ce point-là. Vous comprenez? À quoi ça sert que dans un code électoral, qu'on dise qu'en cas de contentieux, seul le PV de l'ECAM fait foi, alors que dans les bureaux de vote, les différents représentants de partis politiques sont là, chacun a son PV signé, mais seul le PV de l'ECAM fait foi devant un contentieux. N'est-ce pas de la mauvaise foi? Après vous, Angèle Bayoui, des précisions de Maître Moustapha Ngouana. Je vous en prie, vous allez réagir. Vous parlez ici. Je voudrais apporter une précision particulière relativement à l'article 49. Il se passe que avant l'adoption du code électoral, on avait les commissions départementales de supervision qui pouvaient proclamer les résultats provisoires. Mais aujourd'hui, avec le code électoral, il est impossible qu'une autre institution que le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Mais on vous dit que dans le cas du contentieux que vous allez initier, que vous puissiez, comme un magicien, imaginer qui a été celui qui a été élu. Et si vous ne l'indiquez pas dans votre requête est déclarée irrecevable. Alors que vous n'avez aucun élément, il n'y a aucun dispositif juridique qui vous permet de pouvoir dire qui est effectivement la personne qui a été élue. Quel problème pose cette disposition? Cette disposition pose l'impossibilité, pose la question de la possibilité d'initier un contentieux après les résultats, après les élections législatives. En réalité, quand vous verrez devant le Conseil constitutionnel en 2013, je m'y ai retrouvé, Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel, la quasi-totalité des recours étaient rejetés uniquement parce que vous n'aviez pas indiqué qui était l'élu. Alors que le code électoral avait pris la place des lois, je crois, de 92 et 96 qui organisaient les élections législatives. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes incapable de pouvoir attaquer de manière efficiente un contentieux des élections législatives. À moins de faire de la divination. Puisque ce n'est que le Conseil constitutionnel qui est censé proclamer les résultats. Et s'il n'a pas proclamé les résultats, comment est-ce que vous faites pour savoir qui a été élu? Comment est-ce que vous faites pour engager votre recours de manière plausible alors que vous ne savez pas qui a été élu? Donc, vous savez, et on dit que c'est à peine d'irrecevabilité. Donc vous comprenez donc que l'essentiel des recours qu'on engage en matière d'élection législative sont des recours qui sont on regarde les récriminations qui viennent d'être formulées. Samuel Mout, vous suivez ici des représentants du MRC et du SDF qui soulèvent des incohérences, des dysfonctionnements, des insuffisances dans le code électoral actuel qui pourraient les être défavorables pour le contentieux électoral concernant la législative.
Ils invoquent également le manque de bonne foi de la part du gouvernement pour mettre en application la recommandation du grand dialogue national. Et certains Camerounais ont le sentiment qu'il faut toujours que la communauté internationale vienne discuter avec le chef de l'État, vienne mettre une certaine pression sur le pouvoir de Yaoundé pour que les lignes semblent bouger et après, c'est le statu quo. Comment expliquer l'attitude du gouvernement 2 mois après ce grand dialogue national? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de donner un certain nombre d'assurances à le bon d'Achua en ce qui concerne la course vers le tribalisme, vers l'exclusion de telle ou telle personne en fonction de ses origines. Vous ne me trouverez jamais dans une course comme celle-là. Ça me rassure. Voilà, soyez rassurés. Mais également, non mais attendez. Par contre, les faits historiques ne plaident pas beaucoup pour le MRC parce que si Limbi Lobe était ici à nous donner des statistiques très souvent que j'ai entendu lire, ça ne me donne pas beaucoup d'assurance en la matière. Et j'espère qu'effectivement vous avez fait des améliorations dans ce sens-là. C'était le sens de mon discours. Parce qu'effectivement nous voulons un Cameroun intégré. C'est dans le cadre de l'intégration que nous pouvons bâtir un Cameroun. Il faut apporter également une précision sur les composantes sociologiques. Le président du Conseil électoral, lorsqu'il s'est exprimé il y a quelques jours, a dit que les composantes sociologiques seront les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les handicapés qui doivent se retrouver dans les listes des partis politiques qui ont déposé le dossier de candidature à ces élections législatives municipales. C'est dit, ne vous pas mon message. Ça, c'est allez-y. Entre autres, en matière de discrimination. Maintenant, sur les questions soulevées par les partis d'opposition. Alors, maintenant, Maître Ngouana m'apporte la précision que vous pouvez faire un recours sur une élection, faire un contentieux, alors que vous ne savez pas très bien qui a gagné. En fait, le contentieux, il est basé sur quoi? Il est basé sur le fait que vous constatez qu'une telle personne puisse avoir reçu un certain nombre de suffrages qu'on lui attribue et que vous vous contestez. Donc, très probablement, vous serez en mesure de dire quelle est la personne qui a été. Vous connaissez peut porter sur des fraudes. Si vous sans que vous ne puissiez savoir. Non, mais les fraudes bénéficient nécessairement à quelqu'un, Maître Ngouana, il me semble. La fraude, elle bénéficie à quelqu'un et c'est pour cette raison-là que vous êtes porté à la contestation. Maintenant, repartons sur le code électoral. Effectivement, on peut tout refaire. Et chaque fois qu'il y aura une élection au Cameroun et ailleurs, à cette échéance-là, chacun des partis dit toujours « je ferai des réformes de telle manière à apporter des améliorations dans tel ou tel domaine ». Est-ce qu'on peut aboutir à un code électoral consensuel? Très probablement. Mais pour l'heure, en ce qui concerne le code qui existe là, je pense que en fonction de l'implication des uns et des autres, on peut y tirer meilleur profit. La preuve, on a gagné, le RDPC a perdu des élections dans la région du littoral, avec le même code. Et ce n'est pas parce qu'on a gagné, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné ailleurs que forcément le code il est nécessairement. Quand ça vous arrange. C'est ce discours dévastateur-là, le bon, qui n'est pas bien du tout. Quand vous le dites très souvent, qu'est-ce que vous voulez que l'on modifie? Il est reparti tout à l'heure sur les points de scrutin à 2 tours. Le scrutin à 2 tours, c'est une fiction. Ça pourrait être dans un certain nombre de cas une fiction. Je précise au départ, avant de montrer en quel point c'est une fiction, l'élection à 1 tour, imaginée non pas au Cameroun, dans la plupart des pays au sud du Sahara, avait pour vocation de pousser les partis d'opposition à se rassembler dès le premier tour de telle manière à mettre en ballottage défavorable le parti qui est le mieux installé. Et en réalité, quand vous regardez ce développement-là, il est même fait contre le RDPC. Mais quand je dis effectivement que c'est une fiction parce que lorsque vous avez même une élection à 2 tours, en visant même le 3e tour, à partir du moment où il y a une personne dès le premier tour qui a 50 voix plus une, l'élection est pliée. Dans ce que j'ai observé, nous observons dans notre environnement camerounais en nous, très souvent, dès le premier tour, il y a un candidat qui a plus de 50% des voix. Et dans ce cadre-là, envisager même 5 tours, de toutes les façons, l'élection sera pliée dès le premier tour. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui soulèvent par ailleurs, qui est celui notamment du bulletin unique. Ça n'a pas été soulevé, sinon je ne vais pas m'y attarder, mais celui du PV comme étant un élément de preuve, où on retient qu'on dit de manière assez sérieuse que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Là également, l'histoire nous a enseigné que, à Douala 5e notamment, il y a eu un contentieux de ce style, où on a préféré aller prendre le PV de SDF en laissant celui de l'ECAM de côté parce que celui de l'ECAM avait des surcharges. Comme pour dire que dans une élection,
en fonction de à partir de notre code électoral. S'il y a chacune des partis qui joue sa partition, nous avons l'une des élections les plus transparentes au monde. Tout ça, pour quelle raison? Pour quelle raison? Au-delà des points de proclamation, lorsqu'il y a une élection qui s'est déroulée dans le... Lorsqu'il y a une... Non, mais vous pouvez dire... Lorsqu'il y a une élection qui a été... qui s'est développée dans un bureau de vote, les résultats sont connus de tout le monde. Au moins au niveau de ce bureau de vote-là. Et je vous signale au passage également que lorsque les partis jouent leur partition, ils sont là et ils repartent avec un PV. Ils seraient suicidaires, c'est dire que nous faisons. Que lorsqu'il y a 5 PV qui sont distillés à travers la population, qu'il y ait un qui prenne le malin plaisir d'aller les falsifier. Parce que dans les accusations qu'ils portent souvent, c'est de dire effectivement, celui de l'ECAM, comme c'est celui-là qui fait foi, il est soumis à des falsifications. Je vous mets au défi de vous retrouver dans un contentieux où il y a 5 partis d'opposition qui viennent avec des PV qui se recoupent et celui de l'ECAM qui donne une note contraire. Je vous mets au défi de voir quel est le PV. Nous étions devant le conseil. Nous étions devant le conseil constitutionnel. Vous avez produit les PV qui n'étaient pas signés. Nous avons... Oh, mais attendez, là, vous avez produit les PV qui n'étaient pas signés. Là encore, c'est du loufoque. On en a tenu compte pour désigner les gens vainqueurs au Cameroun. Là encore, c'est du loufoque, mais c'est... À l'élection présidentielle, dernière. C'est de cette irresponsabilité-là dont je parle depuis. Qui consiste à dire, vous expliquer aux populations que de toutes les façons, l'élection est truquée au Cameroun. Et bon courage pour pouvoir les dire après. Allez vous inscrire massivement parce que nous avons besoin d'électeurs. Dans ce qu'il soulève également dans les PV de l'Assemblée de Conseil constitutionnel, il n'y a pas matière, Maître Ngwana. Et soyons honnêtes de le dire, qu'en ce qui concerne les visas dont il était question, le visa n'a de valeur que lorsque l'une des parties a par devant lui son exemplaire. Parce que, autrement dit, si vous laissez l'ensemble de ces exemplaires-là entre les mains d'un seul protagoniste, il est capable même de traverser votre propre signature. En ce qui concerne les PV qui étaient discutés au Conseil constitutionnel, le MS n'avait pas un seul PV. Les PV étaient entre les mains des gens dont ils contestent la légitimité et dont ils étaient susceptibles d'être traversés. Deuxième chose, en ce qui concerne également quand on parle des PV, l'aspect qu'il fallait sécuriser, ce n'est pas l'aspect commentaire. L'aspect qu'il faut sécuriser dans les PV qui sont centralisés au niveau des départements, c'est l'aspect qui concerne les chiffres. Parce que c'est ce récapitulatif des chiffres-là, peu importe vos commentaires que vous faites à travers des pages, ce qui intéresse au monde centralisé au plan national, c'est de dire dans telle localité, quel est le suffrage de tel ou tel candidat. Et cette PV-là avait fait l'objet de signature. Faux. Après J'ai encore le copie avec moi. Faux. Oui, Maître Moustapha, vous souhaitez réagir? Je vais réagir pour indiquer que loin de nous l'idée de décourager les Camerounais. Vous découragez. Écoutez, monsieur Mott, loin de nous l'idée de décourager les Camerounais à participer au processus électoral. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus mentir aux Camerounais sur la réalité. Le processus est malheureusement biaisé sur plusieurs aspects. J'ai été acteur du processus électoral. Ou bien je suis acteur du processus électoral. Vous comprenez? Les procès-verbaux qui ont été versés, sur lesquels le Conseil constitutionnel s'est appuyé pour prendre sa décision, sont des procès-verbaux qui malheureusement n'étaient pas signés. Je vous le dis, les PV, qu'est-ce qu'on a fait? La partie concernant le rapport, on signe une partie du rapport, mais maintenant la partie concernant les chiffres, on joint n'importe quoi, parce qu'en réalité, c'était des tracts. Et c'est pour disons qu'il y a des théories en droit, il y a des théories, ça dit que ce PV était en réalité frappé de nullité. Ouais. Parce que tant qu'on n'a pas signé, il est impossible de pouvoir se prévaloir des 10 procès-verbaux pour dire qu'on a rendu un résultat qui est conforme à la réalité électorale. Donc, de notre point de vue, c'est également un aspect sur lequel il faut absolument plancher. Au-delà de la question électorale, je vous en prie, Samuel Mott, il y a Tibor Nagy, sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, qui, selon la presse américaine, a demandé à la délégation camerounaise officielle pourquoi elle gaspille de l'argent pour venir le rencontrer, au lieu d'aller discuter avec les leaders des groupes séparatistes et trouver un véritable consensus pour restaurer la paix dans les régions anglophones. Pourquoi alors qu'on a suivi sur ce plateau, sur Equinox Télévision, plusieurs militants du RDPC dire que la Goa n'était pas aussi important que ça. On a suivi un porte-parole du gouvernement dire que c'est une décision souveraine des États-Unis, que le Cameroun en prenait acte. Comment expliquer cette délégation qui va, selon le messager, négocier pour l'assouplissement des sanctions américaines sur une décision où au départ, on a le sentiment sur le plan national que c'est négligé?
Je ne sais pas si c'est négligeable, mais également, vous savez très bien, on prend des postures à un moment donné en fonction des circonstances, et ces postures également peuvent être mises sous l'aune de ce qu'on recherche comme conséquence par rapport aux actes que l'on prend. Mais également, je voudrais revenir sur ce que le bon Dacho a dit tout à l'heure et qui résume toute la pensée que j'affronte sur ce plateau, qui consiste à dire effectivement, le problème, c'est Paul Biya. À partir du moment où vous avez fait une cristallisation en disant que le problème c'est Paul Biya, donc vous autorisez, vous autorisez toute forme de démarche qui conduirait, y compris les plus déviantes, qui conduirait à dire effectivement comme le problème c'est Paul Biya, il faudra mieux qu'il ne soit pas là et à ce moment-là le jeu sera plus clair. Sauf que dans une république et dans une démocratie, il faudra bien tenir compte de la présence du président Paul Biya au poste parce qu'il joue d'un certain suffrage. Attendez. Lorsqu'on fait la surenchère dans le nord et le sud-ouest, objet de votre réponse, ils sont plus ou moins unanimes à dire effectivement, à partir du moment où on peut l'utiliser comme étant un moyen de résoudre ce problème-là qui est le président de la République, Paul Biya, à ce moment-là, on va y foncer. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que nous faisons comme activité humaine a une récompense, une sanction terrestre, là également, vous savez très bien que nous sommes tous ensemble, Camerounais, en train de gérer les conséquences de quelque chose de déviant que nous avons encensé. Donc le gouvernement là également, est conscient des sanctions qu'il est en train de courir après la suspension d'une partie militaire, sanctions économiques, c'est les conséquences des actes du gouvernement. Mais justement, quand il m'annonce les bombes, une fois que le président Trump aura pris la présidence du Conseil de sécurité, là également, je pense que c'est totalement irresponsable. Mais comme on a tout simplement pour vision en disant que le problème de la République, c'est le président Paul Biya qui est là, effectivement, on est prêt à embrasser n'importe quel diable en disant qu'effectivement, dès lors que ça nous permet de résoudre ce problème-là, sauf que ça fait quand même un moment qu'on nous jette à la figure ce genre d'épouvantail en disant si vous ne faites pas attention à ça, vous allez voir ce que vous allez voir. En ce qui me concerne, je considère que la République, elle est une et elle est indivisible et nous devons tous concourir à la protéger parce qu'elle-même, c'est elle qui nous protège. Et cette histoire-là qui consiste à dire lorsqu'on n'a pas réussi à résoudre un contentieux propre, personnel et interne, on va recourir à un certain nombre de puissances. Cette idée-là, en ce qui me semble, est totalement une idée décadente qui voudrait dire à suffisance que nous ne nous prenons même pas nous-mêmes au sérieux. Justement, et donc on est prêt à aller recourir, à chercher des puissances étrangères. C'est compris, David Eboutou, sur cette mobilisation de la communauté internationale, entre médiation et risque d'intervention de la communauté internationale, quelle solution pour la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest au regard des élections à venir et de toutes les tensions que cristallise l'organisation de ces élections? Je crois que la situation s'est enlisée, elle s'est crispée, elle s'est métastasée, au point où aujourd'hui on en est, au-delà de la crise politique, on en est à une crise humanitaire, une crise culturelle, une crise économique, parce que dites-vous très bien que toutes ces énergies qu'on dépense ça et là ont un coût économique, et peut-être cela ne se ressent pas encore tout de suite, mais dans 2, 3, 4 ans, on va ressentir cet effet sur nous, et peut-être c'est en ce moment-là que ceux qui sont fonctionnaires et autres pourraient se dire il est temps qu'on se bouge également parce que cela aura touché directement leur panier de la ménagère. Cela arrive malheureusement parce que par notre incapacité, quand je parle de notre, je vois tout de suite le régime RDPC de M. Motte, notre incapacité à résolver ce qui aurait pu être fait. Parce que quand on dit ce qui aurait pu être fait, c'est parce que aujourd'hui, du fait que la crise est métastasée, il y a quand même des choses qu'il faut reconnaître que le gouvernement aurait pu faire qu'il n'a pas fait. J'espère que les États-Unis ont rencontré à résoudre une crise interne quelque part. Je vais prendre quelques exemples. Vous savez, au prologue de cette crise, il y a des acteurs qui ont été au chaudron, qui ont contribué à dire il n'existe pas de problème anglophone, et Téchira ont même nargué leurs frères et tout. Et ces gens-là sont toujours au gouvernement de M. Motte. Ils sont encore là et n'ont pas posé d'acte allant dans le sens de désanalyser ce qui se passe là. Alors, pour l'hégémon central camerounais, le président de la République, c'est qui lui revient, il a quand même le pouvoir du décret. On aurait pu imaginer qu'à un moment, il aurait pu évacuer de la scène politique ces gens-là, en disant, ok, vous avez été de ceux qui m'ont induit à l'erreur, aujourd'hui, vos frères, parce que pour la plupart, ils sont originaires de ces régions-là, les mettre de côté aurait été une leçon, ou alors un signal fort.
chez ces gens-là pour se dire, ok, voilà, ils commencent à comprendre. À côté, nous parlions tout à l'heure des grandes mesures prises au grand dialogue national. Pourquoi jusqu'à présent, cela soit resté encore aujourd'hui au stade des recommandations, alors qu'on aurait pu franchir le pas pour aller au stade des résolutions, simplement. Vous avez vu, nous parlions du communiqué conjoint de la mission tripartite UA Commonwealth Francophonie tout à l'heure. Ils ont regretté le fait que, effectivement, même le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que ce statut spécial jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore de contenu, qu'on ne sache même pas où on va. Maintenant, il nous semble également qu'aujourd'hui, il y a le fait que les acteurs politiques, il y a des acteurs, parmi les acteurs politiques, tous ne sont pas au même pied d'égalité. Il y a ceux qui comptent. Il y a ceux par lesquels on peut directement sentir une influence directe avec les crises actuelles. Et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Quand on parle aujourd'hui de la crise post-électorale au Cameroun, on ne voit pas 2 ou 3 leaders. On voit Maurice Kamto, qu'on l'aime ou pas, malheureusement. C'est-à-dire que quand on voit comment la situation sociopolitique s'est enlisée, on se dit, mais pourquoi ne pas entamer une discussion directe avec ces leaders politiques-là pour ensemble chercher des solutions, des désenlisements. Quand on voit la crise anglophone, à quel point elle s'est enlisée, il y a des acteurs directs qui sont là. Quelqu'un parlait d'Ayoub Tabe. Il est en prison. Il y a même des leaders modérés. Je pense à quelqu'un qui a fait la prison avec vous, Mancho BBC, et Général Ngalim et les autres, qui eux sont de la tendance modérée. C'est-à-dire que c'est eux qui ont conduit ce qu'on a appelé la Coffee Revolution. Et c'est eux, pendant des semaines, qui ont appelé au back to school. On fait des correspondances entières à l'endroit du gouvernement pour dire, nous proposons même d'être des intermédiaires. Mais malheureusement, ces gens-là sont toujours en prison. Donc, c'est simple. Cela étonne, monsieur Maud. C'est simple. Vous me faites rire finalement. C'est simple. C'est des choses graves. C'est des choses graves. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est simple. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça finit par interroger sur la capacité du gouvernement RDPC à manifester d'une quelconque bonne foi, à aller véritablement vers la recherche de solutionnement pour sortir de cette crise. Est-ce qu'il en a encore les moyens? Est-ce une question de bonne foi? Parce qu'en même temps, dites-vous très bien, et je sors par là, que quand on regarde la façon, d'un point de vue strictement empirique et factuel, que ce régime se déploie, tout tourne autour de la construction des mécanismes de survie de son hégémon central. Est-ce que, dans leur projection, ils se disent, en résolvant la crise anglophone, en résolvant la crise sociopolitique, ça pourrait mettre en décadence la situation de notre hégémon central qui pourrait perdre le pouvoir? Je n'en sais trop rien. Procès d'intention. Je fais de l'analyse, monsieur Mott. Procès d'intention. C'est de l'analyse. Et donc, je sens donc en disant que, il me semble que ceux qui, aujourd'hui, mettent en avant, par exemple, la question du report de ces élections-là, sont plus proches, épousent un peu plus ma vision ou alors mon accord, dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas urgence. Je ne suis pas d'accord pour le boycott, mais je suis davantage proche de ceux qui pensent, qui militent en faveur d'un report pour donner un peu plus de temps aux institutions ou alors aux tenants de ces institutions-là à mettre en avant quelques leviers. Justement, certains acteurs politiques ont même demandé au chef de l'État de décréter un état d'exception dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest et d'y reporter l'organisation des élections selon les pouvoirs que lui confère la Constitution. Il y a l'UDC qui a, par exemple, demandé également la mise en place d'un comité de suivi d'application des recommandations du grand dialogue national. Edmond Kamgia, que pensez-vous de ces deux propositions concernant la gestion de la crise anglophone et l'organisation des élections? Moi, je m'interrogerais par rapport à ces propositions-là. Pourquoi l'état d'exception ou l'état d'urgence aujourd'hui? Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? Pourquoi attendre qu'on le fasse aujourd'hui? On attend les bombes. Non, je m'interroge par rapport à cette sur la première recommandation là, qui me semble un peu pas adéquate vu l'évolution de la situation. Maintenant, par rapport à la suite, un comité de suivi pour veiller à l'application des recommandations du Grand Dialogue National, oui, ça n'a même que trop tardé. Ce comité de suivi devait être connu au sortir, à la fin du Grand Dialogue National. Mais pour le reste, je suis très inquiet pour mon pays, en tenant compte des informations que nous avons par rapport à nos sources sur la situation qui prévaut au pays et ce qu'en pensent les pays amis et ce qu'en pensent les institutions internationales. Il dit, je suis très inquiet pour ce qui risque d'arriver au Cameroun si le gouvernement reste sourd
aux recommandations, aux résolutions qui sont prises par les États-Unis, par l'Union européenne, par le Parlement européen et par l'Union africaine. Quels sont les autres mécanismes qui peuvent être activés pour amener le Cameroun à respecter ses engagements internationaux et la résolution de la crise? Ils l'ont toujours dit dans les différentes résolutions, ils invitent le Cameroun à respecter ses engagements internationaux. Le Cameroun est signataire de beaucoup de traités, y compris l'international relatif aux droits civils et politiques. Le Cameroun est responsable, a signé la CADEC, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais visiblement, le Cameroun n'est pas en train, ne montre pas sa bonne volonté de les appliquer au quotidien depuis le début de la crise anglophone et même depuis plus d'un an avec la crise post-électorale. Maintenant, quand je dis que je suis très inquiet, c'est par rapport à la crise anglophone. Parce que n'oublions pas ce qui se passe en Afrique depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. Vous avez vu ce qui s'est passé en Éthiopie. Il y a eu la guerre entre les forces gouvernementales et ce qui est devenu aujourd'hui la République de l'Érythrée. L'Érythrée qui était un démembrement, l'Éthiopie est devenue un État indépendant. Le Soudan. On a vu ce qui s'est passé au Soudan, dont un démembrement. Il y a la guerre entre les forces gouvernementales soudanaises et les rebelles sud-soudanais. On a aujourd'hui le Sud-Soudan qui est devenu un État indépendant. Je crains très fort que le mépris, l'arrogance et cette tendance à brandir la souveraineté nationale causent un tort au Cameroun et que demain, nous assistons tout simplement à ce que les régions du nord-ouest et du sud-ouest deviennent également un État indépendant. J'invite le gouvernement à faire très attention, surtout dans les jours et toutes les semaines qui suivent. Il y a 6 semaines entre ce jour et l'ouverture de la campagne électorale. Edmond Kamgia, quelles sont les cartes qui sont encore entre les mains du gouvernement et qui peuvent être placées sur la table des négociations, la table ou le paysage politique pour désamorcer la situation? Moi, je pense que le gouvernement camerounais a des cartes qu'il peut utiliser en ce moment-ci pour décrisper la situation. Et la première, dans le contexte actuel, il peut être en harmonie avec les recommandations des pays amis, des institutions africaines et internationales, c'est de procéder d'abord à l'annulation et au report des élections municipales et législatives. Ça, c'est la première carte pour la décrispation, en tenant compte de la nécessité de la révision consensuelle du système électoral. Ça permettrait d'amorcer cette partie, de réviser le système électoral. La deuxième carte consisterait à mettre effectivement en place un comité de suivi qui permette d'appliquer, avec un timing, un calendrier précis, d'appliquer les résolutions du grand dialogue national, notamment en ce qui concerne les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et de donner véritablement un contenu à ce qu'ils ont appelé le régime spécial. La troisième carte consisterait effectivement à appliquer la recommandation des États-Unis qui consiste à avoir un véritable dialogue inclusif et constructif à travers des négociations avec les séparatistes. Parce que les États-Unis sont formels là-dessus. Il faut discuter avec les séparatistes. Si on ne le fait pas, ça aura un effet contre-productif pour notre pays. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, maître Moustapha Ngwana, d'être venu sur ce plateau. Merci également à David Eboutou d'avoir participé à ces échanges. Merci à Angelbert Lebon d'Achua. Merci également à Samuel Mot, Edmond Kamgia d'être venu sur ce plateau ce dimanche. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Ne manquez pas un rendez-vous ce soir, dimanche 1er décembre 2019, sur Equinox Télévision à 20h30. Un entretien exclusif à suivre sur Equinox Télévision. Merci de rester sur cette même antenne.